Bonsoir à tous. Bonsoir à vous, Pierre Larouturon. Oui, je suis Nicole Gauthier, beaucoup d'entre vous me connaissent. J'étais vice-présidente du GREP et je travaille encore beaucoup avec le GREP. Ce soir, j'ai été chargée, avant de céder la parole à mes collègues, il y en a un qui est là, un autre qui est là et un autre qui arrive, avant de céder la parole à mes collègues, je vais poser à Pierre Larouturon 3 ou 4 petites questions courtes, qui appelleront des réponses courtes. Et il peut me répondre ou ne pas me répondre. Cool, très clair. Je commence par une question très très simple. Simplement, c'est une remarque. Nous avons eu le plaisir de vous recevoir à plusieurs reprises. En particulier en 2013, il y a 10 ans. Mais d'autres fois encore auparavant. Alors ma question est très simple. Quels sont les liens particuliers que vous avez avec notre région pour venir si souvent? Il faut venir assez souvent, enfin, une fois tous les 10 ans, c'est pas beaucoup. D'abord, merci beaucoup à Jean-Marie, à Nicole, à toute l'équipe qui m'a invité. D'abord, je me sens toulousain dans l'âme. J'ai vécu, j'ai compris un copain d'enfance ici, Michel, avec qui on était au lycée. Voilà, papa travaillait au EDF, donc on bougeait souvent, mais c'est à Toulouse que j'ai vécu le plus longtemps, en venant 2 fois. Et je garde un très 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 bon souvenir. Et quand on avait quitté Toulouse pour aller à Paris, c'était un déchirement. Donc je parlais l'occitan quand même. Je pensais passer l'occitan au bac. Et puis je suis parti quelques mois trop tôt Et à Paris, il n'y avait pas l'épreuve d'occitan. Mais je garde un très bon souvenir. Et puis la route du Rouge, je ne vais pas vous faire croire que c'est un nom flamand, c'est plutôt un nom... donc j'ai de la famille à Pau, à Bayonne, à Orthez, c'est un nom du sud-ouest. Donc j'aime beaucoup Toulouse. Vraiment, je rêve de revenir à Toulouse. Je ne sais pas quand ce sera possible. Et puis le GREP est le premier réseau qui m'a invité, même pas en 2013, en 93, ça ne nous rajeunit pas. J'ai lancé le débat, c'est quand même, ça montre l'inertie de ce pays, où le fait qu'on n'est pas très bon. Mais en 93, on a lancé le débat sur la semaine de 4 jours. Et la première invitation, je pense, ou une des 2 ou 3 premières, c'était le GREP qui disait, voilà, on est un réseau, on réfléchit, ça a l'air très intéressant, est-ce que vous pourriez venir à Toulouse? Et à l'époque, vous étiez, je crois, à Subdeco, si ma mémoire est, voilà. Et ça avait été une super soirée, et derrière un très bon dîner et très sympa. Et donc voilà, et donc c'est toujours un plaisir de venir retrouver les amis du GREP. Merci. Alors, vous avez mené de nombreux combats. Vous avez même fait des grèves de la faim. Vous avez connu de belles réussites. Si on regarde le titre de vos livres, vous apparaissez comme un lanceur d'alerte. Est-ce que la politique est la chose que vous préférez dans la vie? Parce que je constate que vous ne lâchez jamais le morceau. Pourquoi? D'abord des beaux succès, je ne suis pas sûr qu'on ait eu beaucoup de beaux succès. On a eu quelques succès. Moi, ma première action militante, j'avais 6 ans, mes parents étaient des bons cathos de gauche, pas du tout politiques, mais humanistes. Et la première chose qu'on faisait c'était de distribuer des tracts pour expliquer qu'il fallait ne plus acheter les oranges et les pamplemousses qui venaient d'Afrique du Sud. Donc j'étais tout petit, c'est mon premier souvenir politique, c'est que Nelson Mandela était en prison. On était quelques milliers à dire on ne peut pas faire grand-chose, on est à distance, mais le minimum c'est de ne plus acheter, même si elles sont très bonnes et très sucrées, les oranges et les pamplemousses qui viennent d'Afrique du Sud, tant que Nelson Mandela est en prison. Et il y avait eu un effet, les ventes de produits avaient baissé de moins 25%, et quand Nelson Mandela était sorti, il avait remercié tous ceux et celles qui se battaient au risque de leur vie en Afrique du Sud, mais il avait aussi remercié ceux et celles qui se battaient ailleurs et qui avaient fait un peu, quand les ventes d'un produit baissent de 25% en quelques mois, ça avait fait réfléchir les dirigeants d'Afrique du Sud. Et après ça, dans ma vie adulte, quelques succès. Mon premier engagement, c'était avec ATD Quart Monde, sur la lutte contre la pauvreté, la lutte contre l'exclusion scolaire, la lutte contre... On ne peut pas dire qu'on ait beaucoup gagné. ATD Quart Monde fait un boulot génial, avec les familles les plus concernées, mais on ne peut pas dire qu'on ait beaucoup gagné, que ce soit pour lutter contre l'échec scolaire ou pour... Voilà. Des victoires, c'est qu'on a obtenu la loi de Robien. On a lancé le débat sur la semaine de 4 jours. Personne n'y croyait au début. On n'était que 2 dans l'association. On a eu du mal à trouver un 3e pour déposer les statuts. Et on a quand même obtenu une loi qui a permis à 400 entreprises, j'y reviendrai, de passer à 4 jours. Tous les salariés, tous les niveaux de responsabilité, tout le monde. 4 jours, 32 heures, sans baisse de salaire.
et l'entreprise a arrêté de payer les cotisations chômage, ce qui fait qu'il n'y avait pas besoin de baisse de salaire et il n'y avait pas non plus d'augmentation de la masse salariale. Donc ça, c'est un succès. Honnêtement, on a réussi à faire voter contre l'avis d'Alain Juppé, qui était Premier ministre, une loi parce qu'on avait chauffé, il y avait des groupes locaux un peu partout qui étaient allés voir les députés pour les convaincre. Donc ça, c'est un peu un succès, effectivement, on a obtenu ça. Sinon, l'activité politique n'est pas celle que je préfère dans la vie. J'ai une vie perso, je retrouve demain soir la petite famille à Paris, et je rêve en fait qu'on arrive avec une équipe à changer vraiment les choses. Je rêve que nos idées arrivent vraiment au pouvoir, qu'on arrive à avoir une vraie métamorphose, qu'en France on arrive à enclencher une vraie métamorphose. Et après ça, donc j'espère être dans une équipe qui aura une efficacité politique avec vraiment déterminante, qu'on provoque quelque chose de nouveau. Mais après ça, au bout de quelques années, je rêve de partir dans les Pyrénées, de me remettre à l'apiculture et d'avoir une année entière au rythme des saisons. Voilà. Donc il n'y a pas que la politique, mais en même temps, si on a conscience de ce qui se passe, c'est compliqué de ne pas faire du tout de politique, parce qu'on est vraiment dans un moment crucial, et que ça peut être de pire en pire. Je ne vais pas être trop long, mais je pense que de notre vivant, on peut connaître le chaos, on peut connaître des scènes d'horreur, et on se dira, on a été nuls, on savait qu'on était dans la mauvaise direction, et on ne s'est pas donné les moyens collectivement d'une métamorphose. Donc, et comme, en plus, il y a des moments... Il y a des moments où je pensais que plus personne s'intéressait. Je me souviens une fois, j'étais allé voir un cardiologue, je m'étais dit, bon, plus personne s'intéresse à mes histoires, je vais me remettre au sport, je vais essayer de retrouver un vrai boulot, mais c'était pas facile. Et le soir même, j'étais invité par un journaliste qui voulait quand même me donner la parole sur la semaine de 4 jours. Donc tant qu'il y a un peu d'espoir, et tant qu'il y a du monde qui a envie de s'engager, je crois que ça mérite de continuer. Alors, comment voyez-vous les élections européennes de 2024 ? On en parle déjà. Par exemple, Daniel Cohn-Bendit en parle déjà. Et est-ce que pour vous, une nouvelle fois, Glucksmann est la meilleure tête de liste? Alors, c'est deux questions un peu différentes. Je pense qu'elles peuvent être très importantes. Les élections de 2024, donc c'est le 9 juin, si ma mémoire est bonne, c'est dans 7 mois, et que ça fait 20 ans que l'Europe est dirigée par la droite. Ça fait 20 ans, on a eu M. Barroso, puis encore M. Barroso, puis il est parti chez Goldman Sachs, puis on a eu M. Santer, puis aujourd'hui on a eu Ursula von der Leyen, qui est sans doute une femme très sympathique et plutôt humaniste, mais c'est quand même la droite conservatrice. Donc ça fait 20 ans que le poste principal, celui où il y avait Jacques Delors autrefois, et Jacques Delors ne décidait pas tout seul, il n'y a pas de baguette magique, mais quand même quand c'était Jacques Delors, on essayait d'aller vers l'Europe sociale, on essayait d'avoir un progrès plus important. Aujourd'hui, et ça peut se jouer à 9 ou 10 députés près. Là, ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, la dernière fois qu'on était à Strasbourg, j'ai fait des photos, il y a des votes qui se sont joués à un député ou une députée près. Et donc ça peut vraiment, et les enquêtes montrent que savoir si c'est la droite, or c'est la famille politique qui va arriver en tête, l'habitude politique, les règles du jeu, c'est que le poste de celui ou celle qui va remplacer Ursula von der Leyen, donc la présidente de la Commission, ça dépend de quelle est la famille politique qui arrive en tête. Et donc si c'est la famille, en même temps les sociodémocrates et les écolos, mais principalement les sociodémocrates qui arrivent en tête, ça peut être quelqu'un de notre famille qui aura le rôle d'impulsion principale. Par contre, si on laisse encore la droite, ils sont en train de se durcir. Cette semaine à Strasbourg, c'était vraiment violent. La droite court après la droite dure, y compris, vous avez vu en Espagne, comment ils font des alliances avec Vox, et que dans les régions où Vox est associé avec la droite classique, ils arrivent à changer les noms des rues pour remettre des héros de l'époque de Franco. Donc, on avait du mal à y croire, mais ils le font. Donc, hélas, le Parlement européen est un endroit vraiment très agréable parce que les gens se dialoguent entre eux, contrairement au Parlement français où ils s'engueulent en permanence de façon, voilà. Mais au Parlement européen, moi ça fait 4 ans que j'y suis, ce qui est très agréable, en même temps c'est long parce il y a rien qui peut avancer s'il n'y a pas au moins 3 groupes politiques qui sont d'accord. Donc on passe notre temps à dialoguer avec les autres, donc c'est vraiment agréable. Et au début du mandat, il y avait vraiment une qualité de dialogue forte, y compris sur les enjeux climatiques. Grâce à tous les jeunes qui étaient dans la rue, on avait dit que le climat était la priorité. Et là, on voit bien que la droite est en train de se durcir et court après l'extrême droite. Donc vraiment, même s'il n'y a pas de baguette magique, même si vous pouvez dire parfois les sociodémocrates, ils ne sont pas assez ceci, ou ils sont trop cela, ou j'aimerais qu'ils soient un peu plus... Et vous avez sans doute raison, hein. Si on a créé une Nouvelle Donne, c'est qu'on était quand même assez sévère. Il y a des amis de Nouvelle Donne que je salue ici. C'est qu'on était assez sévère avec les socialistes qui étaient au pouvoir il y a 10 ans. Donc je ne dis pas que la famille social-démocrate n'a jamais merdé et qu'elle a toutes les solutions, mais en tout cas, y compris, je ne peux pas encore dire, mais a priori, celui ou celle qui va être la tête de liste de notre famille pour remplacer Ursula von der Leyen si on gagne, est quelqu'un qui a vraiment des convictions et qui est prêt à aller au combat. Donc je pense que ça vaut le coup de faire campagne, de dire aux gens d'aller voter et de voter. Et il n'y a qu'un groupe,
j'adore les écolos. Hein. Si je suis député européen, c'est que c'est le chef des écolos, il y a 5 ans, qui m'avait dit « ce serait bien que tu sois député, tu as une capacité à rencontrer les gens, à dialoguer, à faire... » Donc si je suis député européen, c'est un écolo qui m'a mis ça dans la tête. Mais savoir quelle est la famille qui arrive en tête, il n'y a pas photo. Hein. C'est soit la droite classique, soit la famille social-démocrate. Les écolos ne sont que le 5e groupe. Il y a donc ceux qui sont en tête, et que ça peut se jouer à quelques députés, c'est soit la droite classique, la famille d'Angela Merkel, la famille de Ursula von der Leyen, la droite classique, ou le groupe social-démocrate. Et puis derrière, il y a les libéraux, les amis de Macron, et puis encore derrière, il y a la droite, le Front National, l'extrême droite, et puis il y a les écolos. Donc, hélas, j'ai plein de copains écolos, mais voter écolo ne permettrait pas aux juin de faire bouger les choses. Voilà. Et nous, moi, je fais tout pour qu'on ait un rassemblement. Tu m'as demandé des réponses courtes, c'est un peu raté. Non, mais je fais tout pour qu'il y ait un rassemblement. Honnêtement, quand on voit on était à Bayonne, Zurich Alternativa, il n'y a aucune différence entre ce que dit Marie Toussaint, où il y a 3% de différence. Voilà. Mais les écolos veulent absolument y aller dans leur coin, parce qu'ils estiment que c'est leur élection et qu'ils vont nous écraser. C'est pas très biodiversité. Donc moi, je fais partie des gens qui veulent continuer à dire un rassemblement est possible, quitte à laisser la première place à quelqu'un comme Marie Toussaint. Mais a priori, les écolos ne veulent pas, parce que c'est leur élection et qu'ils vont cartonner. Mais au niveau européen, la seule force qui peut supplanter la droite et essayer en 5 ans de changer le cap de l'Europe, surtout qu'on en reparlera, mais l'Allemagne est en récession encore tout à l'heure. Hier, j'ai vu un responsable allemand et tout à l'heure par Zoom à la Commission. Le fait que l'Allemagne est en récession maintenant et qu'ils ont la Cour constitutionnelle les a rappelés à des contraintes budgétaires, fait qu'y compris en Allemagne, il y a des grosses questions sur est-ce que ce modèle économique est durable, du point de vue du climat, mais même du point de vue bêtement économique. Donc on a vraiment une fenêtre pour poser les bonnes questions et pour essayer de changer le cadre européen. Il y a 40 ans, il y a eu une révolution néolibérale, c'est Margaret Thatcher, c'est Ronald Reagan, et moi je plaide pour que notre projet soit de dire, voilà, on a eu 40 ans de néolibéralisme, on fait le bilan, et on propose un tournant complet. Et encore une fois, j'ai plein de copains dans d'autres familles politiques, mais le seul groupe qui peut arriver en tête, la seule liste qui peut empêcher la droite d'avoir le poste le plus important, c'est nous. Je vous remercie. J'avais une autre question, mais je vous la poserai après ou au repas. Désolé si les réponses étaient trop longues. Pardon, je suis un peu fatigué, donc j'ai du mal à faire court. Voilà, merci. Donc, alors effectivement, tu as prévu de faire bien sûr un exposé ensuite, mais on avait convenu également qu'on commencerait quand même par parler. Alors, malheureusement, c'est Gilles Morlot qui devait poser les questions, il n'est pas là, donc c'est moi qui vais les poser. Parler de la COP28, hein, de l'actualité, parce que je pense que tu as des choses à nous dire sur ton analyse de ce qui s'est passé à la COP28 et ta vision. Voilà. Alors la COP28, tout le monde a suivi, donc c'est chaque année depuis 28 ans. Il y a un sommet, un grand sommet sur le climat. Donc si on refait l'histoire, ça fait depuis plus de 50 ans qu'on pense qu'il y a un problème avec le réchauffement climatique, puisque c'est en 1958, on verra une courbe tout à l'heure, mais c'est en 1958 qu'on a commencé à mesurer le CO2 tous les jours dans l'atmosphère aux États-Unis. Ils ont mis en place à 3000 mètres d'altitude sur une montagne pour être très loin. Le problème du réchauffement climatique, ça fait déjà que quelqu'un a eu un prix Nobel il y a 60 ans parce qu'il avait théoriquement prévu que le CO2 allait faire un réchauffement climatique. Et puis en 1958, les scientifiques américains se disent on a un problème de réchauffement, ça commence à se voir. Et donc pour être très loin de toutes les zones industrielles, de toutes les autoroutes, ils mettent, c'était un peu compliqué, un peu cher, un peu dangereux, mais à 3000 mètres d'altitude sur une montagne à Mauna Loa, ils commencent à mesurer le CO2 tous les jours, toutes les semaines. Donc ça veut dire que déjà en 1958, on savait qu'on avait un réchauffement. Et puis il y a la COP 1, la COP 2, la COP 21 à Paris, et puis la COP 28 ici. Donc la question est de savoir est-ce que c'est un accord historique ou pas. Et on voit même comment le journal Le Monde a fait 2 titres différents en 24 heures. D'abord, celui qui était là-bas commence par dire un accord historique parce qu'on a enfin parlé des énergies pétrolières. Et puis dans le monde daté d'aujourd'hui, c'est un accord pas vraiment historique, parce qu'ok, on a parlé des énergies pétrolières, mais il n'y a même pas le mot sortie, ni même pas sortie progressive. Il y a transition away, personne ne sait comment le traduire en français, donc une transition pour s'éloigner des énergies pétrolières, mais avec aucun calendrier précis, aucune contrainte, aucun financement. Parce que l'une des questions clés, c'est si on veut sortir des énergies pétrolières, il faut isoler tous les bâtiments, faire de la rénovation thermique, faire des transports en commun pour que les gens aient beaucoup moins besoin de leur voiture. Donc,
à mes yeux, et alors beaucoup de gens avaient peur que ce soit une catastrophe complète, cette COP28, comme en plus c'était le patron d'une grande entreprise pétrolière qui était le président, qui n'a jamais eu autant de lobbyistes. Certains pensaient que ce serait une catastrophe totale. En plus, l'OPEP a vraiment fait un gros lobbying très visible pour dire qu'il ne voulait pas qu'il y ait le mot énergie pétrolière. Et donc c'est moins catastrophique, c'est une avancée. Et je connais des diplomates qui ont passé des nuits entières à négocier, donc il ne faut pas sous-estimer le fait qu'on a quand même enfin la mention des énergies pétrolières dans un texte de la COP28, de la COP. Mais en même temps, c'est quand même vraiment pas une avancée, puisque quand le GIEC a été créé en 1988, en 88, même des conservateurs comme Margaret Thatcher et Ronald Reagan, suite aux découvertes de Jean Jouzel, un très grand climatologue français, et Claude Lorius, un autre très grand... Donc Claude Lorius et Jean Jouzel étaient allés au pôle Sud pendant très longtemps et faire des carottes de glace sur 160 000 ans, et ils ont été capables, je dois pas être trop long, donc je vous raconterai plus tard le déclic, l'histoire du whisky de Claude Lorius. Je peux raconter l'histoire du whisky de Claude Lorius maintenant ? C'est quand même pas. Donc Claude Lorius, grand climatologue qui va faire des carottes de glace au pôle Sud, voilà. Et puis un jour où son matériel se casse, face cagate, comme on dit en béarnais, il a le moral à zéro, ça c'est vraiment pénible, il fait froid, la nuit tombe, son matériel est foutu, donc bon. Il se dit qu'il va se remonter le moral avec ses 3 collègues et qu'ils vont se faire un bon whisky, et puis il prend de la glace qu'il avait quand même fort, voilà. Et il met la glace dans son whisky, et il y a des petites bulles qui sortent. Et il a le déclic, et c'est l'histoire vraie, c'est un truc fondamental en matière scientifique, il a le déclic en disant, mais ces petites bulles, elles sont là sans doute depuis 80 000 ans, parce qu'il avait foré de la glace qui était là. Et donc il se dit, s'il y a une équipe qui est capable d'analyser le gaz qui sort de ces petites bulles, qui est là depuis 80 000 ans, et une autre équipe qui est capable d'analyser l'eau de la glace avec les isotopes, parce qu'en analysant les isotopes, l'hydrogène, la composition de l'hydrogène n'est pas exactement la même en fonction de la température. Donc c'est vraiment parce qu'il avait le moral à zéro, comme quoi il y a des fois c'est utile d'avoir le moral à zéro et de prendre un petit whisky, et quand il voit ça, qu'il a le déclic et qu'il se dit, si on est capable d'avoir 2 équipes très compétentes et très précises, une équipe analyse le CO2 qui sort dans les bulles et une équipe regarde la quantité de tritium, les isotopes, on pourra voir si oui ou non, a priori penser que oui, il y a un lien entre le CO2 et la température. Et c'est là qu'il appelle un certain Jean Jouzel, qui venait de finir sa thèse sur l'analyse des grêlons. Jean Jouzel était le fils d'un paysan breton et s'intéressait déjà à l'évolution des cultures en fonction du climat et aux orages de grêle. Et donc Jean Jouzel venait de finir sa thèse sur comment on fait des coupes fines de grêlons. Et ils ont fait un boulot de folie. Et en 1987, à la une de Nature, le grand journal scientifique, il montre la courbe sur le lien entre le CO2 depuis 160 000 ans et la température. Et là, c'est tellement évident. Cette courbe, d'habitude, les articles en Nature, il y a 300 personnes qui le lisent et tout le monde s'en fiche, les gens normaux. Et là, c'est tellement évident, la courbe, le CO2 et la courbe des températures sont tellement ensemble que tout le monde en parle. Et même des conservateurs comme Ronald Reagan, Margaret Thatcher sont d'accord pour créer le GIEC en 88. Et dès 1988, on dit il faut sortir des énergies pétrolières. En gros, il y a un consensus pour dire on a 20 ans pour sortir des énergies pétrolières. Donc, faire cocorico ou dire c'est génial parce qu'en 2023, il est question des énergies pétrolières, en fait, ce n'est quand même pas vraiment une victoire. Il y a 2 ans déjà, la plus haute autorité mondiale, l'Agence internationale de l'énergie, a sorti un gros rapport qui disait il faut stopper tous les nouveaux forages de pétrole. Ce n'était pas 3 climatologues ou 3 copains de Greenpeace dans leur coin. C'est il y a 2 ans, en mai 2021, la plus haute autorité mondiale disait bien sûr, on a encore besoin de pétrole pour nos voitures ou nos industries, mais avec tous les forages existants, on a ce qu'il faut de pétrole pour les 20 ans qui viennent, et il faut mettre en place des politiques de sobriété, d'efficacité, et aller vers les renouvelables, mais il faut stopper tous les nouveaux forages. Donc il y a 2 ans, c'était déjà, ça a fait la une de tous les journaux, donc c'est un tout petit progrès de voir que c'est enfin, il est question des énergies pétrolières dans la COP28. Et puis l'autre progrès, c'est la création d'un fonds pour les pays du Sud, le fonds Loss and Damage, le fonds pour réparer les dégâts, parce qu'il y a des pays qui sont complètement sinistrés par le dérèglement climatique. Donc là aussi, c'est une avancée. Ça fait 15 ans que ces pays le demandaient, mais elle avait déjà été annoncée à la COP27 il y a 1 an. On avait prolongé la COP27 d'une journée pour pas que ce soit un échec total. Et déjà, avec ces 24 heures de plus, on avait dit on va créer le fonds Loss and Damage. Donc maintenant, on l'a acté officiellement. Donc c'est bien, c'est mieux que s'il y avait eu un problème, pour être poli. Donc c'est bien qu'on l'ait créé, mais les financements, les promesses, ça n'est que des promesses, correspondent à 1% de ce qu'on cherche. Voilà, donc on va les laisser se reposer,
Et dès le retour des vacances de Noël, on va les pousser, y compris, j'en parlais, il faut qu'on arrive, il n'y a que la France qui bloque sur la question des financements, donc il faudrait qu'en France, on soit capable de foutre la pression sur Bruno Le Maire, parce que la meilleure solution pour trouver des financements au niveau européen, je vais en parler tout à l'heure, c'est la taxe sur les transactions financières, et la France est le seul pays qui bloque. Donc est-ce que nous, c'est une raison pour laquelle je suis heureux d'être ici, je ne suis pas venu faire un débat, je suis venu chercher des alliés, est-ce qu'on s'organise à Toulouse pour aller rencontrer tous les députés de toutes les familles politiques pour être obligé, Bruno Le Maire, à bouger d'ici le mois de mars. Le titre, c'était crise sociale, crise climatique, quelles sont les solutions? Une autre façon de poser la question, c'est, vous vous souvenez peut-être, au moment du Covid-19, il y avait plein de tribunes, il y avait plein de débats, et les gens se disaient, il y avait plein de tribunes sur le monde d'après, et les gens demandaient, est-ce que le monde d'après va être plus équilibré, plus fraternel? Il y avait plein de tribunes très très optimistes, en disant, on a pris une décision historique, on a tout bloqué au nom de la dignité humaine, pour protéger la vie des plus fragiles. Waouh! Et du coup, les gens disaient, peut-être qu'on va changer notre modèle de développement, peut-être qu'on va en tirer des leçons sur ce qui est important, pas important. Et il y avait plein de tribunes très positives, optimistes sur le monde d'après. Mais aujourd'hui, 3 ans plus tard, on est quelques-uns à demander, est-ce que le monde d'après sera comme le monde d'avant, mais peut-être en pire, parce que honnêtement, ça commence mal. Le Covid-19 était à peine fini, qu'on a commencé avec la guerre. Vous vous souvenez, on commençait peut-être enfin à retrouver une vie normale, à se dire, ça y est, le Covid est vraiment derrière nous, et puis c'est l'horreur de voir la guerre en Ukraine, et c'est vraiment violent, on voit des jeunes à partir de 16 ans qui se forment pour aller se défendre. Voilà, vous n'avez pas bien insisté, et depuis le 7 octobre, c'était l'horreur des attentats du Hamas le 7 octobre, et l'horreur aujourd'hui à Gaza. Donc le monde d'après commence quand même de façon assez pénible, et on a l'impression qu'il y a on voit, pour ceux qui avaient des doutes, que la barbarie est possible. Voilà, on pensait ne plus voir ça. Honnêtement, je pense que la plupart d'entre nous, on pensait que de notre vivant, l'Europe, c'est quand même la preuve qu'une réunification, que la paix est possible. Et on voit de la barbarie partout et qui s'en ajoute et qu'on est incapable d'arrêter. Ça montre aussi notre inertie. Moi, je me souviens quand c'était l'horreur à Sarajevo, en 92, les États-Unis n'intervenaient pas. Vous vous souvenez peut-être, c'était le dessin de Plantu. Plantu était le dessinateur du Monde, et le dessin qu'il avait fait le jour de Noël, à la une du journal Le Monde, c'était des militaires serbes qui avaient tué le petit Jésus en disant on ne va pas attendre 30 ans pour faire le job. Et c'était l'horreur. Déjà à Sarajevo, des milliers de morts. Et les États-Unis n'interviennent pas, et tout le monde dit, puisque les États-Unis n'interviennent pas, il est temps que l'Europe soit capable d'agir, il est temps que l'Europe se donne une diplomatie et une défense. C'était en 92, on est en 2023, et on n'a toujours pas de vraie capacité de diplomatie, on n'a toujours pas de vraie capacité d'action militaire quand c'est nécessaire. Donc c'est une façon d'illustrer l'inertie de nos dirigeants. Et si on remonte plus loin, ceux qui ont fait Sciences Po ici se souviennent peut-être que déjà en 54, je suis nul en histoire, mais j'ai retrouvé ça, il était question déjà d'une armée européenne. Déjà en 1954, il y avait l'idée d'une autonomie européenne, non pas pour faire la guerre, mais pour se protéger quand on est face à des malades. Et ça s'était cassé la figure à quelques voix près de députés français qui avaient voté contre. Et à la fin de sa vie, c'était le grand regret de Pierre Mendès France de ne pas avoir mis tout son poids dans la bataille. Mendès France disait qu'il avait un grand regret, c'était de ne pas avoir mis son poids dans la bataille pour qu'il y ait une armée européenne capable d'agir pour la paix, indépendamment, en étant allié, mais en étant indépendant des Américains. Donc il y a une inertie terrible. Et sur la question de Israël et la Palestine, on se souvient que la photo historique des accords d'Oslo, elle est aux États-Unis, mais c'est ce qui s'appelle les accords d'Oslo, ça a été négocié beaucoup, l'Europe a beaucoup aidé. Et ça avait commencé à Madrid en 91, c'était Felipe González en 91 qui dit on va essayer de faire la paix. Certains se demandent s'il est raisonnable, mais le processus de paix commence à Madrid quand c'est des Européens qui disent à Israël et les Palestiniens venez qu'on parle ensemble. Donc ça veut dire que l'Europe a sans doute un rôle à jouer. On en reparlera si vous voulez dans le débat. Alors j'étais pendant 25 ans, j'ai travaillé avec l'ami Michel Rocard. Je ne sais pas pourquoi il y a le bouquin qui traîne ici, mais bon, voilà, on a beaucoup travaillé avec Michel et plein de discussions. Et Michel Rocard disait toujours que ce qu'on a appris à l'école, la formule latine « civis pacem para bellum », si tu veux la paix, prépare la guerre. On a tous appris ça dans nos cours de latin ou dans nos cours de culture, mais ça a donné 3 siècles de guerre. Il dit cette logique, si tu veux la paix, prépare la guerre, ça sonne intelligent, mais en vrai, ça a valu 3 siècles de guerre aux Romains. Et donc, il faut aussi dire, sans être naïf, si tu veux la paix, construis la paix. Si tu veux la paix, prépare activement la paix. Et comment on prépare la paix? Par le dialogue, par la justice, par la coopération. Alors je pense que dans la gravité de la crise qu'on vit en ce moment, il faut en même temps des mesures d'urgence. J'étais la semaine dernière dans le Nord-Pas-de-Calais avec des paysans, des artisans qui ont tout perdu à cause des inondations et qui avant avaient déjà les plus grandes difficultés à cause de la flambée des prix. Et ils disent on se sent abandonné. On se sent abandonné.
On crevait, on n'arrivait plus à faire nos courses depuis des mois et des mois à cause de la flambée des prix et tout le monde s'en foutait. Et maintenant, il y a des inondations. C'est depuis 2012 qu'on a des inondations à répétition. On se sent abandonné. Donc, est-ce qu'on est capable de répondre à la souffrance de millions de gens? Peut-être qu'ici, si on est là ce soir, c'est qu'on est plutôt dans des réseaux qui continuent à garder la niaque. Mais il y a plein de gens qui se disent, c'est foutu, le pays part en vrille. Donc, il y a, à mon avis, besoin de mesures d'urgence. Ça, c'est la courbe de la consommation alimentaire depuis 2006. On n'a jamais vu, vous voyez, la flambée des prix, fait qu'il y a des millions de gens qui consomment moins. Moi, je suis très bien payé comme député, mais quand je suis à Paris avec la famille, je vais faire des courses, et à chaque fois au carrefour du coin, et la caissière, à chaque fois, me dit qu'elle est frappée par le nombre de gens qui, quand ils arrivent à la caisse, laissent 1 ou 2 produits ou 3 produits parce qu'ils n'ont pas assez d'argent. Voilà. Et je pense que les gens qui prennent les décisions sont tous très très bien payés et ne comprennent pas l'urgence qu'il y a de répondre à ça. Quand Joe Biden est arrivé à la Maison-Blanche, il a envoyé un chèque de 1 400 $ à tous les adultes. Voilà, tous les adultes ont reçu un chèque de 1 400 $ pour les aider dans leur vie quotidienne. Est-ce qu'on est capable, nous, Pedro Sanchez, de l'autre côté des Pyrénées, il a bloqué le prix de l'électricité, parce qu'il a vu que le prix de l'électricité flambait, il a bloqué le prix de l'électricité, et il a mis la TVA à 0% pour les produits alimentaires. Voilà, donc voilà 2 mesures très concrètes. Donc la TVA à 0%, ça fait baisser le prix de l'alimentation, et pour éviter la dette, il a créé un impôt sur les super profits des banques et des pétroliers, qui ont grogné pendant 3 semaines, mais ça marche, et l'Espagne est le pays qui s'en sort le mieux économiquement et socialement. Donc est-ce qu'on est capable de faire ce genre de mesures? Est-ce qu'on est capable, y compris aujourd'hui, même si l'inflation est plus faible qu'il y a un an, est-ce qu'on est capable de répondre à ça avec des aides? Est-ce qu'on est capable de taxer les super profits? Quand Total annonce 20 milliards de bénéfices, en général, Total faisait entre 10 et 12 milliards de bénéfices, c'est déjà pas mal. En vrai, entre 10 et 12 milliards chaque année, c'est déjà pas mal. Et tout d'un coup, il passe à 20 milliards. Donc ce serait peut-être pas choquant de mettre en place, comme en Espagne, une taxe sur les super profits qui permettrait effectivement d'avoir des aides pour tout le monde ou pour les plus précaires. Et puis au-delà de ces mesures d'urgence, est-ce qu'on est capable, souvent dit qu'on progresse dans les crises, que la crise peut être l'opportunité, si on n'est pas trop stupide, d'un progrès un peu permanent, est-ce qu'on est capable de mettre en place une allocation d'autonomie? Tout le monde est scandalisé de voir la précarité à tous les âges, mais voir les 18-25 ans qui font la queue, je ne sais pas comment c'est à Toulouse, mais à Paris, vraiment, à chaque fois que je sors du métro, je vois de plus en plus de gens à la soupe. Le vendredi, quand je reviens chez moi après Strasbourg ou Bruxelles, je sors du métro et je vois effectivement les gens qui font la queue pour avoir de quoi manger gratos, et de plus en plus de jeunes. Est-ce qu'on met en place une allocation d'autonomie en disant que, comme au Danemark, hein, c'est pas du pipeau, c'est possible au Danemark, tous les jeunes entre 18 et 25 ans ont 800 € par mois pour vivre. Et bien, si vous avez 800 €, on est plus cool. On n'est pas obligé de faire des petits boulots le soir, on n'est pas obligé de... On a du temps pour apprendre, être étudiant et bosser, travailler, et sa vie perso. Donc, est-ce qu'on est capable d'avoir des mesures d'urgence et aussi des mesures qui vont profiter à la cohésion sociale et au bien-être des gens de façon définitive? Après ça, donc, il y a 2 sujets que je voudrais traiter au-delà des mesures d'urgence. Le besoin d'un changement de nos modes de vie pour faire face à 2 urgences. L'urgence climatique, dont on vient déjà de parler un tout petit peu avec Jean-Marie, et puis l'urgence sociale. Alors, l'urgence climatique, si vous êtes là, je pense que ce n'est pas la peine d'insister, mais mon but, c'est, je l'ai dit, de trouver des alliés, et vous aurez tous le PowerPoint, si vous voulez, gratuit, et comme ça, vous pouvez en parler autour de vous pendant les fêtes ou plus tard. Mais je pense encore qu'il y a des gens qui n'ont pas compris l'urgence, et puis des gens ou au contraire, des gens qui ont complètement compris l'urgence, mais qui ne voient pas les solutions. Et donc, je pense que c'est très utile qu'on soit tous ambassadeurs, ambassadrices, et le but de ce PowerPoint, c'est de vous donner des arguments pour en parler autour de vous. Donc, le réchauffement climatique, il n'y a plus aucun doute, hélas. Et on voit sur toutes les zones du monde les événements extrêmes, les événements très graves qui se multiplient. Ça, c'est un document qui vient des États-Unis. Ce sont les ouragans de catégorie 4 et 5 qui ont beaucoup augmenté, plus 30% depuis 20 ans. Donc le nombre total d'ouragans n'a pas augmenté, mais les ouragans sont de plus en plus violents et font des dégâts de plus en plus graves sur les personnes et sur les biens matériels. Un autre exemple, en Bretagne, les feux de forêt. Je suis basco-béarnais, mais une de mes grand-mères était bretonne, et quand ma grand-mère était vivante, on faisait des blagues sur le fait qu'en Bretagne, il pleuvait tous les jours, il pleut, sauf les jours où il y a une petite bruine. Mais sinon, il pleut tous les jours. Voilà. Et bien là, depuis 2 ans, vous avez des feux de forêt monstrueux, des feux de forêt catastrophiques qui détruisent les forêts bretonnes, et les agriculteurs ont des problèmes de sécheresse qu'ils n'imaginaient pas il y a 10 ans. Donc les feux de forêt de plus en plus nombreux en France et dans le reste du monde. Donc c'est tout le cycle de l'eau qui est déréglé. Quand il fait sec, il fait de plus en plus sec et de plus en plus chaud. Et par contre, quand l'eau arrive, elle tombe de plus en plus violemment. Il y a, en 2016,
On a perdu 30% de la récolte de blé. C'était rigolo pour les Parisiens d'aller voir la Seine qui débordait, mais pour les agriculteurs, c'était beaucoup moins rigolo. La récolte de blé a perdu 30%. Donc heureusement que la même année, l'Ukraine avait on a tous appris en biologie qu'il y a 2 greniers qui nourrissent l'Europe, c'est la France, la Beauce et la Belgique, et puis l'Ukraine. Donc heureusement que cette année-là, l'Ukraine a fait une très bonne récolte, mais si la même année, la France et l'Ukraine sont touchées soit par des inondations, soit au contraire par des canicules, et une canicule au mois de juin, elle empêche le grain de blé de grossir et de se remplir, et bien si la même année on a la France et l'Ukraine qui sont touchées, on a un très très gros problème. Parce que notre stock de céréales ne représente pas 30% de la consommation annuelle. Donc on peut très bien, de notre vivant, avoir des tickets de rationnement. Ils ont des tickets en Ukraine, mais même en dehors des périodes de guerre, on peut très bien, si on a un gros problème climatologique qui concerne le blé ou les céréales la même année dans ces 2 pays, on peut très bien avoir des très gros problèmes de notre vivant. Et puis, l'Europe, pour le moment, est plutôt préservée, mais dans les pays du Sud, c'est l'horreur. Ça, c'est dans la corne de l'Afrique. Je suis allé 2 fois... Je ne prends jamais l'avion dans ma vie perso, mais quand c'est pour travailler sur le climat, je suis allé 2 fois en Afrique cette année à Johannesburg. Je ne savais pas, je connais mal l'Afrique, mais il y a un parlement panafricain, de même que vous avez le parlement européen à Strasbourg et à Bruxelles. Il y a un parlement panafricain à Johannesburg qui regroupe des députés des 54 pays. Et pendant que je prenais un thé, donc on a 2 fois en 3 mois, on a travaillé pendant une semaine avec mes collègues députés africains et africaines. Et pendant qu'on prenait le thé avec une, elle me dit, tu sais, pendant qu'on est tranquille ici, il y en a des millions qui sont en train de crever de faim et de soif dans la corne de l'Afrique. C'était des sécheresses absolument terribles. Et là, depuis un mois, se sont au contraire des inondations. Ça fait 3 ans qu'ils n'avaient plus une goutte d'eau. C'était l'horreur. Et là, maintenant, au contraire, dans les mêmes zones du Kenya, d'Éthiopie, ce sont des inondations catastrophiques. Donc tout le cycle de l'eau est complètement perturbé. En Catalogne, de l'autre côté des Pyrénées, je ne vais pas être trop long, vous l'avez peut-être vu, ça c'est un village très connu parce qu'à l'époque de Franco, ils avaient fait des barrages pour avoir des réserves hydrauliques. Et ce village avait été évacué et tout le village était sous l'eau. En temps normal, on voyait rien du tout. Cette église, en principe, elle disparaissait complètement sous l'eau. Et puis depuis 3 ans, c'était rigolo, le niveau avait un peu baissé. Donc il y a 3 ans, les gens rigolaient et allaient faire du kayak autour du clocher en disant c'est quand même marrant, le niveau a un peu baissé, c'est rigolo, on peut voir le vieux clocher qui a émergé. Et puis cette année, vous voyez, plus une goutte, le lac est vide à 95%, les agriculteurs n'ont même pas semé. En février et en mars, les agriculteurs se sont dit c'est même pas la peine que je dépense de l'argent pour faire des semis, je n'aurai pas une goutte d'eau. Voilà. Donc c'est bon, pour le moment à Barcelone, on a trouvé des solutions pour donner de l'eau potable, mais encore la semaine dernière, la mairie de Barcelone se demandait comment est-ce qu'on fait, même en prenant de l'eau de mer qu'on va désaliniser, c'est de plus en plus compliqué. Donc la nature nous envoie des infos. Comme au Parlement, je suis à la commission des budgets, donc j'aime bien montrer le coût, avant de trouver de l'argent pour dire comment on peut agir, comment on peut trouver des dizaines de milliards pour agir, pour stopper le réchauffement climatique, c'est bien aussi de montrer ce que ça nous coûte, notre inaction, notre blabla qui n'est pas suivi d'effet. Ça, c'est une courbe qui vient des sociétés d'assurance. Quand il y a des millions d'Allemands qui ont les pieds dans l'eau parce qu'il y a des inondations, les sociétés d'assurance vont faire faillite si elles ne sont pas elles-mêmes réassurées. Donc au niveau mondial, il y a des réassureurs qui, à chaque fois qu'il y a des grosses catastrophes, voilà. Et donc les réassureurs ont une vision globale de tous les pays et vous montrent que donc cette courbe est assez impressionnante. Ça montre qu'on a déjà triplé le nombre d'événements climatiques extrêmes, a déjà triplé en 30 ans. C'est pas un truc théorique, hein, ça. Et encore, ça sous-estime les pays du Sud. Parce que quand il y a 1 million de gens qui meurent, 1 millier de gens qui meurent à cause du cyclone Idai en Afrique, ils ne sont pas assurés, donc les assureurs s'en foutent, enfin en tout cas du point de vue financier. Donc cette courbe est flippante, mais elle sous-estime encore la réalité de ce qui se passe. J'arrête sur le diagnostic, mais en septembre, la Méditerranée se réchauffe encore plus vite que comme c'est une mer fermée, elle se réchauffe encore plus vite, et donc il y a des tempêtes que Météo France arrive mal à prévoir, tellement c'est plus violent que ce qu'on pensait. Donc il y a 15 mois, c'était en Corse qu'il y avait une tempête qu'on avait mal annoncée. Et puis en septembre, c'est en Libye. Elle a fait le tour de la Grèce, mais en Libye, elle a fait plusieurs milliers de morts parce que c'est des trompes d'eau, c'est un volume d'eau qu'on n'imaginait pas du tout. Voilà, donc je viens de vous montrer le nombre d'événements climatiques extrêmes qui a déjà triplé. Donc ce n'est pas une projection vers le futur, c'est déjà la réalité depuis 30 ans. Et si on continue à faire du blabla, mais à ne pas changer nos modes de vie, à ne pas changer notre modèle économique, les gens de la FAO, donc l'Agence des Nations Unies qui s'occupe de l'alimentation, disent qu'en Afrique, si on va vers un réchauffement à 2 degrés, que les récoltes vont être divisées par 2. Voilà. Sachant que la population va doubler, on sait que la population de l'Afrique va doubler dans les 30 ans qui viennent, donc il n'y a pas besoin d'être un génie pour comprendre le problème si la population double et que la récolte est divisée par 2. Voilà. Et ça, c'est si on arrive à stopper le réchauffement à 2 degrés. Mais si on est parti pour un réchauffement à 3 ou 3,5, les gens de la FAO préfèrent ne même pas dire. Voilà. Donc, encore une fois, si la population double et qu'il y a 2 fois moins de quoi manger, on imagine que ça va être très très compliqué.
la Banque mondiale nous annonce 140 millions de réfugiés climatiques. Et ce ne sont pas les plus pessimistes. Hein. Mon but n'est pas de prendre, je ne prends pas les chiffres les plus pessimistes, mais la Banque mondiale dit que si on continue le trend le plus probable, on aura 140 millions de réfugiés climatiques, des gens qui devront choisir entre crever, mourir dans le pays où ils sont nés, ou essayer de bouger, donc 90 millions d'hommes et de femmes en Afrique, qui auront le choix entre rester sur place et mourir, ou bouger, et peut-être traverser la Méditerranée pour essayer de survivre de l'autre côté. Donc c'est une des raisons pour lesquelles l'Europe devrait agir, c'est que nous sommes globalement, si on fait le bilan depuis 2 siècles, il ne s'agit pas de se flageller, mais juste de dire la vérité, depuis 2 siècles, c'est les États-Unis et l'Europe qui ont fait le plus de CO2, le CO2 qui est dans l'atmosphère, nous sommes parmi les premiers responsables. Pour le moment, on est plutôt protégé des conséquences, et si l'Afrique se disloque, ça va être un drame pour tout le monde, et ça va être un drame pour l'Europe. C'est pas pour rien si les scientifiques du GIEC ont eu le prix Nobel de la paix. Ce sont des physiciens, des chercheurs, chercheuses en sciences dures, mais ils ont eu le prix Nobel de la paix parce que c'est la paix mondiale qui est en jeu. Si on n'est pas capable de stopper le réchauffement climatique, on aura des conflits majeurs. Il y a 3 ans, j'ai fait voter un rapport par le Parlement européen qui expliquait comment, et je vais y venir aux solutions, comment on peut trouver de l'argent pour l'Europe et pour l'Afrique pour stopper le réchauffement et s'adapter à ce qu'on n'aura pas pu stopper. Et après ça, j'avais fait une grève de la faim pendant 18 jours pour mettre un zoom sur les solutions en disant le lobby bancaire bloque, mais voilà les solutions, il y a des solutions pour trouver de l'argent. Et j'ai fait une grève de la faim pendant 18 jours et c'était une première au Parlement européen, on n'a jamais vu ça. Et il y a des journalistes qui me disaient mais pourquoi un tel engagement? Vous êtes rapporteur général du budget, vous pourriez faire le job comme tout le monde, pourquoi faire une grève? Pourquoi est-ce que vous êtes tellement engagé? Et j'avais dit que je revenais de Bamako, qu'avant d'être député, j'avais été invité en Afrique par des climatologues et des associations. Et un des climatologues que j'avais vu, un des premiers, parlait non pas du réchauffement climatique, mais du sida climatique. Il disait si on ne fait rien, le climat, la catastrophe va tuer autant de gens que le sida, que le VIH. Et quand je suis revenu, j'avais du mal à dormir, je faisais des cauchemars. Que j'ai pris plusieurs semaines avant de retrouver le sommeil. Je voyais cette photo qu'on connaît tous, je voyais vraiment des scènes de chaos. Et je me disais, mais si on n'est pas capable de transformer notre modèle assez vite, on va connaître de notre vivant des conflits majeurs. Et on se dira, on a été nuls, on le savait. Le diagnostic, il est sur la table depuis, je répète, Ronald Reagan et Margaret Thatcher, qui n'étaient pas des gauchistes, ont accepté de créer le GIEC en 88. Donc ça veut dire qu'en 88, on avait déjà tous les éléments, et que déjà en 88, on disait qu'il fallait sortir des énergies pétrolières. Une fois qu'on a dit ça, où est-ce qu'on en est? J'ai aucune envie de polémiquer, mais quand Emmanuel Macron dit l'autre jour en septembre, il a fait une grande conférence de presse, il dit on a déjà fait la moitié du chemin, il faut accélérer, mais on a déjà fait la moitié du chemin. Il se trouve que même Emmanuel Macron m'avait fait rentrer au Haut Conseil pour le climat avant d'être député européen. J'étais membre du Haut Conseil, un des 9 sages du Haut Conseil, et c'est Emmanuel Macron qui m'a demandé de venir. Et devant tout le monde, il me tutoyait en disant Pierre, je t'ai demandé d'être au Conseil parce qu'on a besoin de gens comme toi pour nous pousser à aller plus loin. Très bien. C'était un des jours les plus durs de ma vie. Bruno Le Maire est venu me tutoyer. Bruno Le Maire en nous expliquant que lui aussi avait la foi des nouveaux convertis. Donc on était à l'Élysée le jour où le Haut Conseil a été installé. Et Bruno Le Maire arrive et me dit Pierre, j'ai la foi des nouveaux convertis. Le climat, c'est ma priorité. Tu viens quand tu veux. Mon bureau est ouvert. Je reviendrai sur le fait que c'est Bruno Le Maire qui bloque tout aujourd'hui au niveau européen. Mais bon. Voilà. Mais donc, la première chose qu'a fait le Haut Conseil pour le climat, c'est de faire le bilan carbone de la France. Et donc, quand le président dit qu'on a baissé, qu'on a fait la moitié du chemin, c'est qu'il tient compte uniquement du CO2 qui est fabriqué sur le territoire national. Voilà. Et ça, effectivement, tous ont fait des progrès, tous on essaye de prendre moins soin la voiture, toutes les entreprises, toutes les collectivités font des efforts. Mais le problème, c'est que si on tient compte aussi du CO2 qui est importé, avec les produits, les téléphones portables ou d'autres choses, si on tient compte de tout le CO2 lié à notre consommation, c'est la courbe en noir, c'est les chiffres officiels, hein. C'est pas 3 gauchistes dans leur coin, c'est les chiffres officiels donnés par le ministère de l'Environnement, repris dans le journal Les Échos, c'était les annexes du budget de la France en 2020. Il n'y a hélas aucun progrès. Je serais très heureux de dire qu'on a fait la moitié du chemin, mais c'est se tromper, c'est se faire plaisir à bon compte que de dire allez, finalement on a fait la moitié du chemin, c'était pas très compliqué, il y a juste l'autre moitié. Ah ben c'est cool, faut juste... Ben non, en fait on n'a pas du tout fait la moitié du chemin, ça pourrait être encore pire peut-être, mais on n'est pas du tout sur la bonne trajectoire, il y a besoin de transformer complètement. Surtout qu'il y a des cercles vicieux dont parlent les climatologues depuis les premiers rapports du GIEC, les boucles de rétroaction, comme disent les scientifiques pour faire chic, qui se mettent en place de plus en plus fortement. Le réchauffement climatique fait fondre les glaces. On a tous appris qu'une surface blanche, elle renvoie la chaleur, et que par contre une surface qui est obscure, quand la neige a fondu, quand la glace a fondu, elle va absorber. L'autre jour j'ai fait le Vignemale avec un de mes fistons, ça fait 20 ans que je n'ai pas fait le Vignemale, et j'ai eu un choc. Donc le Vignemale, pour ceux qui ne connaissent pas, mais c'est le point haut des Pyrénées françaises, et avant il y avait du côté espagnol, il y avait un très grand glacier. Et là c'est pitoyable, il reste 3 fois rien, qui est tout gris, qui est tout moche.
Le vignoble, c'est pas très grave, mais c'est le même problème le long sur l'Himalaya, le pôle Nord, le pôle Sud. Et donc, le réchauffement climatique fait fondre la glace, donc il y a moins de surface blanche, donc là, on va garder encore plus de chaleur. C'est pareil pour les feux de forêt. Le réchauffement climatique fait des feux de forêt qui vont faire du CO2. Ça, c'est une courbe qui est sortie en 2021. C'était tout le monde disait, au moins avec le Covid, la bonne nouvelle, c'est que le CO2 a diminué. Parce que les usines, les camions étaient à l'arrêt à cause du Covid. Donc effectivement, le CO2 qui venait de nos camions avait diminué en Europe de 8% en un an. Mais le problème, c'est que les feux de forêt ont fait plus que compenser. Cette courbe, c'est... Ah, Jean-Marie, j'espérais être tranquille, je suis confus. Donc vous avez vu, c'est les feux de forêt en Californie, le graphique que je vous montrais, et vous voyez que l'année 2020, à elle seule, c'est un tiers des surfaces qui avaient cramé en un siècle. Donc cette courbe que je vous ai montrée, là, ce camembert, c'était tous les feux de forêt depuis 90 ans, et on voyait que l'année 2020, à elle seule, c'était donc le problème, et c'est vraiment en train de s'aggraver, et donc, gros cercle vicieux, le réchauffement climatique fait des feux de forêt, les feux de forêt font de plus en plus de CO2, et même quand l'économie est à l'arrêt à cause du Covid, le CO2 dans l'atmosphère continue d'augmenter. Sur le CO2, voilà l'évolution du CO2 depuis 1000 ans. Vous voyez que jamais on avait dépassé les 280. Le CO2, ça mesure, ici il y a des médecins qui pourraient parler des hormones. Le CO2, c'est un peu comme une hormone, ça a un effet très important, même si c'est des petites quantités. On a tous appris que parmi il y a des hormones thyroïdiennes, si il vous manque un tout petit peu d'hormones, c'est 3 fois rien, mais si vous n'avez pas, juste il vous manque quelques milligrammes, je sais pas quoi, vous êtes complètement plat, crevé, et par contre si vous avez un tout petit peu trop de cette hormone, vous êtes excité comme une puce, avec les yeux qui sortent, voilà. Donc on sait tous que le corps humain fonctionne avec des hormones, c'est super important, mais qu'un tout petit dérèglement peut changer complètement, avoir des conséquences très graves. Et sur le CO2, c'est pas massif, mais vous voyez, le CO2 était à 280, et vous voyez depuis le début de l'ère industrielle comment il est monté. On était à 424 cette année, on est arrivé à 424 unités de CO2. Donc cette courbe, c'est le CO2 dans l'atmosphère depuis 1000 ans. Vous le voyez up depuis 800 000 ans. Donc vous voyez, depuis 800 000 ans, il y avait des oscillations, parce que notre planète ne tourne pas de façon parfaite autour du Soleil, on a des cycles un peu compliqués. C'est pour ça qu'il y avait des oscillations, mais ça allait très très lentement. Et jamais, depuis 800 000 ans, on avait dépassé les 280 unités de carbone, 280 ppm. Jamais depuis 800 000 ans. Et là, vous voyez, depuis un siècle, comment ça monte. Moi, je suis né en 64 à Périgueux. On était à 319 unités. 319. Cette année, on est à 424. Voilà. Donc, vous voyez l'aggravation. On a foutu en l'air. Il y avait un système qui était équilibré, qui oscillait, mais qui était équilibré depuis 800 000 ans. Et en un siècle, et surtout depuis 50 ans, on l'a foutu en l'air, cet équilibre. Et c'est en train de s'aggraver. Donc, je vous ai dit que depuis 1958, les scientifiques mesurent le CO2 dans un observatoire à 3000 mètres d'altitude aux États-Unis. Dans les années 60 et 70, on a augmenté de 0,8 unités chaque année, 0,8 unités, et maintenant, ça augmente de 2,4 unités, ça augmente 3 fois plus vite. Aujourd'hui, malgré la COP 21, la COP 22, la COP 23, tous les grands que dans les années 60 et 70. Donc quand on nous dit, rassurez-vous les amis, on a fait la moitié du chemin, on va dans le bon sens, non, on ne va pas du tout dans le bon sens. Comme le dit le patron des Nations Unies, Guterres, Antonio Guterres, dit on est sur l'autoroute vers le chaos, on est sur l'autoroute vers le chaos, et on a les pieds à fond sur l'accélérateur. Voilà. Donc il vaut mieux, on est entre adultes, il vaut mieux se dire la vérité. Si un jour j'ai un cancer, je préfère que le médecin me dise, qu'il ne me dise pas que c'est une grippe. Je préfère que plus de la moitié des cancers, on peut les guérir. Mais ça suppose de dire la vérité et de se mettre au boulot dès que le malade est diagnostiqué. Et c'est pareil sur la question du climat, on peut encore agir, mais ce n'est pas en se disant que tout va bien et qu'on a fait la moitié du chemin. J'arrête sur le diagnostic, donc je vous le disais, le temps qu'on a perdu à cause des lobbies, déjà en juin 88, la courbe du CO2 était à la une, et la température était à la une de tous les journaux, et déjà on disait qu'il fallait sortir des énergies carbonées. J'arrive aux solutions, donc il est temps de changer complètement de braquet, il est temps de déclarer la guerre au dérèglement climatique, un peu comme quand, après Pearl Harbor, il y a eu 2500 morts, les Japonais ont attaqué Pearl Harbor, et en quelques mois, les États-Unis vont rentrer en guerre et vont se métamorphoser complètement. Et bien je crois qu'il faut déclarer la guerre au dérèglement climatique. C'est la seule guerre qui ne fera aucun mort, c'est même la seule guerre qui va nous éviter des centaines de milliers de morts, c'est la seule guerre qui peut rassembler les peuples, mais c'est la seule guerre qu'il faut absolument entreprendre, et le nerf de la guerre, c'est l'argent. Donc la question est de savoir comment on trouve des sous, comment on trouve de l'argent. On sait d'où vient le CO2. Hein. En France, il y a 26% du CO2 qui vient des transports.
parce qu'on n'a pas assez de transports en commun, parce que notre alimentation fait des milliers de kilomètres, souvent dans des camions. Donc le premier poste chez nous, c'est les transports, c'est l'industrie, c'est l'agriculture avec le méthane, c'est nos maisons qui sont mal isolées. On sait ce qu'il faut faire. L'autre jour, j'ai vu Jean-Louis Borloo, parce qu'on fait une coalition de gens de différentes familles politiques pour essayer de faire bouger les choses. Et en 2007, il y avait eu le Grenelle de l'environnement. Et Grenelle, vous vous souvenez peut-être, 2007, Sarkozy arrive, il a accepté, il y avait la pression pendant toute la campagne de plein d'ONG. Et la conclusion unanime, c'est qu'il faut faire 400 000 vraies rénovations thermiques. En 2007, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut faire chaque année 400 000 vraies rénovations thermiques. Et l'an dernier, on était à 14 000. Voilà. L'objectif consensus 400 000, la réalité 14 000. Donc il faut trouver des sous. Une vraie rénovation, c'est 30 000 euros. Les gens de la Convention citoyenne pour le climat avaient dit qu'il faudrait dire que d'ici 20 ans, c'est obligatoire, si on veut que les gens accélèrent, sinon le propriétaire dit c'est pas à moi de payer, c'est le locataire dit ben non, c'est pas moi, dans 3 ans je serai plus là. Donc beaucoup de gens disent la meilleure solution ce serait qu'il y ait un cadre obligatoire, c'est-à-dire que dans 20 ans, tous les bâtiments doivent être isolés, mais s'il faut que chaque famille trouve 30 000 euros, ça va grogner. Voilà. Donc il faut qu'il y ait des subventions, il faut qu'il y ait des aides massives, c'est pareil pour l'agriculture. La plupart des agriculteurs aujourd'hui ont compris l'urgence climatique. Les gens que j'ai vus dans le Pas-de-Calais la semaine dernière, ils demandent juste qu'on les aide à se protéger et à transformer leur modèle. Donc une question clé, c'est comment on trouve des sous. Le rapport qu'on a fait voter il y a 3 ans au Parlement, c'est des extraits, dit voilà, il y a plusieurs solutions, il n'y a pas une baguette magique, il faut en même temps une taxe sur le digital, une taxe sur le plastique non recyclé, c'est la même depuis 2 ans, je vous rassure, c'est pas très chic d'avoir un truc en plastique, mais donc on a listé les solutions, mais la taxe sur le digital, c'est une très bonne idée, mais Biden n'en veut pas, donc on est bloqué. La taxe carbone aux frontières, c'est une très bonne idée, mais vu le prix de l'énergie, on ne sait pas trop quand est-ce qu'on la mettra en place, ni combien elle rapportera. Et donc ce que dit le Parlement européen, c'est que la meilleure solution, celle qui pourrait rapporter beaucoup, 57 milliards par an, 57 milliards d'euros par an, malgré le Brexit, on avait dit, malgré c'est la taxe sur les transactions financières. C'est une petite taxe sur les marchés financiers. C'est une idée très simple. C'est une idée de bon sens, en disant que tout le monde paye de la TVA. Quand on fait nos courses, on paye tous de la TVA. Quand on achète un téléphone, on paye 19% de TVA. Et même les gens qui sont SDF à Toulouse ou à Paris, quand ils ont trouvé 3 euros, ils vont s'acheter de quoi manger. Tout le monde paye, même sur la nourriture, 5,5% de TVA. Donc même sur les besoins fondamentaux comme la nourriture, c'est 5,5% de TVA. Mais aujourd'hui, sur les marchés financiers, c'est 0,0%. 0,0. Donc les marchés financiers sont à des niveaux jamais vus. On avait été reçu par le pape François, c'est la courbe qu'on avait montrée au pape, en disant que quand il y a la dernière crise financière, les marchés financiers étaient montés à 14 000 points, 14 000 avant de s'effondrer, et quand on avait été reçu par le pape en 2021, on était à 32 000, et hier, il y a encore eu des nouveaux records. Hier, voilà. Donc c'est tous les mois, il y a quelque chose d'obscène, de nous dire qu'il n'y a pas d'argent pour le climat, mais on nous dit aussi qu'il n'y a pas d'argent pour les hôpitaux, on nous dit qu'il n'y a pas d'argent, mais jamais, jamais les marchés financiers n'ont été à un tel niveau. Donc le Parlement européen se bat, je ne suis pas le seul, pour qu'il y ait des aides, non pas pour Bruxelles, le but n'est pas d'avoir de l'argent au niveau, le but est que ça vienne ici à Toulouse, ou dans mon coin des Pyrénées, vers Cauterets, où il n'y a aucun transport en commun, et qu'il y ait des aides massives, et que par exemple, pour la rénovation thermique, il y ait des systèmes très efficaces, automatiques, que si vous voulez faire une rénovation, qu'il y ait des gens compétents pour faire le diagnostic, des gens compétents pour faire les travaux, et que vous ayez une aide qui va diviser par 4, une subvention qui est automatique, et qui va diviser par 4 ou diviser par 5 le coût de votre rénovation. Et après ça, vous ferez des économies, et donc vous pourrez, ce sera tout à fait rentable. Au total, du coup, ça devient une bonne nouvelle si on est capable d'avoir des financements qui viennent de l'Europe, en particulier la taxe sur les transactions financières. L'autre jour, j'ai vu un monsieur qui vivait dans un HLM et qui disait « ça y est, on a fait la rénovation de mon HLM, c'est beaucoup plus confortable, j'ai moins chaud l'été, j'ai moins froid l'hiver, et il disait je gagne 800 euros. Il disait j'ai fait mes calculs, je gagne 800 euros chaque année sur mes dépenses de chauffage. Je gagne 800 euros. Si en plus il y a des transports en commun et que ce monsieur n'a plus besoin de prendre sa voiture, il va gagner aussi quelques centaines d'euros sur ses transports. C'est mieux pour la planète, c'est mieux pour les particules fines, si on prend moins souvent sa voiture et si on a des transports en commun. Donc au total, ceux qui parlent d'écologie punitive, ça dépend. Si on recommence comme à l'époque des Gilets jaunes et qu'on taxe monsieur et madame tout le monde, oui, c'est punitif et ça va bloquer et on n'a pas les moyens d'agir. Par contre, si au niveau européen, on met en place cette taxe sur les transactions financières, ça n'est plus du tout de l'écologie punitive parce qu'on va vivre mieux, c'est plus confortable et même du point de vue bêtement financier, chaque famille peut améliorer son pouvoir d'achat. Et rien qu'en France, on peut créer 900 000 emplois
Avant d'être député, j'ai beaucoup travaillé avec Jean Jouzel pour lancer ces idées. Et on avait le soutien de tous les maires ruraux de France, des gens très très différents, et y compris l'ADEME qui disait que ce qu'on proposait était vraiment sérieux, tenait la route, et qu'on pourrait créer 900 000 emplois si on met ces financements sur les questions du climat. Bonne nouvelle, tout est prêt. Le jour, j'ai été reçu par un conseiller d'Emmanuel Macron qui avait vu quelques-unes de nos tribunes. Chez Macron, il y a des gens à qui je ne fais plus du tout confiance, mais il y en a quelques-uns qui ont compris l'urgence climatique et qui essayent de faire bouger l'intérieur. Et j'étais persuadé qu'il allait me dire « Pierre, c'est vraiment intéressant, votre idée, il faut qu'on y réfléchisse ». Et donc j'avais apporté, c'est pas très écolo, mais j'avais apporté les 1500 pages de l'étude d'impact à l'Élysée. Je lui ai dit, au moment où il m'a dit « C'est vraiment très intéressant », je voyais venir le moment où il va me dire « C'est très intéressant ». Et donc je dis « Voilà, Josué, c'est les 1500 pages d'étude d'impact ». Donc maintenant, tout est prêt et il n'y a que la France qui bloque. Et au niveau européen, le Parlement européen a voté 2 textes encore cette année. On a voté un texte il y a 3 ans, et cette année, on a voté 2 textes pour dire on veut stopper le blabla, on veut que la TTF soit créée cette année, et il n'y a que la France qui bloque. Vous voyez, ça c'est un consensus. C'est mon groupe, le groupe social-démocrate, qui avait porté l'amendement, mais 100% des écolos l'ont voté, et même 80% de la droite, et même 92% de la droite allemande. Quand j'ai vu Ursula von der Leyen, je lui ai montré que même ses copains, les copains d'Angela Merkel, les copines, à 80% pour tout le groupe de droite. Donc c'est une idée très consensuelle au niveau, il n'y a que l'extrême droite qui vote contre, il y a tout le groupe de Bardella, sauf Bardella parce qu'il est absent, mais tous les autres ont voté contre. Donc je dis ça quand ils nous expliquent qu'ils veulent changer l'Europe, ils votent contre toutes les idées un peu progressistes. Donc, et quand je vous dis que la France est le seul qui bloque, c'est pas une rumeur, c'est que après que j'ai fait voter mes rapports il y a 3 ans, un haut fonctionnaire est venu me dire merci, on est d'accord avec vous, mais sachez que c'est votre pays qui bloque. Ça c'est une lettre, on ne voit pas à cause de ce qui est bizarre au début, c'est la lettre du ministre autrichien des Finances, le ministre autrichien Gernot Blümel, qui dit l'Autriche veut relancer la négociation, merci beaucoup Jean-Marie, c'est un coupé-collé, mais il dit que si c'est la version française qui l'emporte, si c'est la version portée par la France, mais je pense que vous me faites confiance, là il y a marqué portée par la France, si c'est cette version, l'Autriche va quitter la salle de négociation, parce que la proposition de la France, c'est que 99% des volumes sont out of scope. La proposition de Bruno Le Maire, c'est seulement 1% des transactions qui seraient taxées et 99% qui ne seraient pas taxées. Donc évidemment, si 99% ne sont pas taxés, alors que quand on paye de la TVA sur toutes nos courses. Donc ce serait bizarre d'avoir une taxe sur les marchés financiers qui ne concerne que 1%. Donc voilà, sur la question du climat, pardon, ça bloque de nouveau. J'accélère, on a voté plusieurs textes cette année. Le Parlement panafricain, on a voté 2 textes au Parlement européen. Mes visites au Parlement panafricain n'ont pas été inutiles. Le Parlement panafricain aussi demande qu'on mette en place une taxe sur les transactions financières au niveau européen, comme première étape vers une taxe au niveau mondial. Au mois de juin, il y avait un grand sommet organisé par Emmanuel Macron et le président Ruto, qui est le président du Kenya, au nom de tous les dirigeants africains, a cité le Parlement européen en disant « Le Parlement européen demande une taxe sur les transactions financières et nous, les leaders africains, nous poussons cette demande pour que l'Europe mette en place le plus vite possible une taxe sur les transactions comme première étape vers une taxe mondiale. » Donc au niveau européen, elle rapporterait entre 57 et 60 milliards et on estime qu'une taxe mondiale, en tout cas dans tous les pays riches, pourrait rapporter jusqu'à 600 milliards. Ça commence à être utile. Je vais vous faire Antonio Guterres qui nous aide, voilà. Donc maintenant, est-ce qu'on se donne les moyens Est-ce qu'on s'organise pour pousser il n'y a que la France qui bloque, je le répète. Il y a un conseil des chefs d'État le 21 mars et le 22 mars. Est-ce qu'on se donne les moyens de s'organiser? François Bayrou m'a invité l'autre jour aux journées d'été du MoDem. C'est pas ma famille politique, mais j'ai des contacts, voilà. Et j'étais aux journées d'été du MoDem pour parler de l'urgence climatique et pour parler des financements. Et le président de tous les députés MoDem, à la fin, a dit devant tout le monde, Pierre, on va t'aider. Il faut qu'on arrive à faire bouger Bruno Le Maire. Donc, on peut gagner cette bataille. Est-ce qu'ici, il y en a qui vont accepter de s'engager dans les mois qui viennent pour aller voir vos députés? On fait tous les 15 jours des Zooms où je parle plus lentement, où on donne des arguments pour que ceux et celles qui veulent nous aider puissent s'organiser pour aller voir les députés. Le site, c'est actionlaspéculation.com. Si vous êtes d'accord, vous allez vous inscrire, vous pouvez mettre votre mail, votre téléphone, on va vous relancer pour vous proposer de vous donner vraiment les argumentaires pour aller rencontrer vos députés. Actionlaspéculation.com, ou sinon vous allez sur mes réseaux et vous retrouverez nos coordonnées. Dernier, tu me laisses encore 10 minutes sur la question de l'urgence sociale? Oui? Non? Merci? Oui. Merci, c'était présenté de façon tellement... voilà. Donc, j'accélère, mais on peut pas... La question climatique est cruciale, mais la question sociale est aussi cruciale. Là, le chômage remonte. Vous voyez, dans le TGV, j'ai lu Le Figaro, Les Échos, tout le monde dit le chômage recommence à augmenter, mais le chômage n'est jamais tombé en dessous de 3 millions.
Il y a une époque où on nous expliquait tout baigne, la France, ça y est, le chômage. Mais même dans les Échos, ils disaient, ça c'est la courbe qui vient du ministère du Travail, qu'on n'est pas arrivé, le chômage recommence à augmenter, mais on n'est jamais tombé en dessous de 3 millions de personnes qui sont au chômage, complètement au chômage, qui font 0 heure par semaine. Et si on tient compte de ceux et celles qui ont un petit boulot, mais qui sont quand même à Pôle emploi parce qu'ils aimeraient un vrai boulot et un vrai salaire, on n'est jamais tombé, vous voyez, 5 390 000. Voilà. Ce sont les chiffres de Pôle emploi. Donc c'est un niveau de chômage catastrophique. Et à l'occasion en juillet, il y a quelques quartiers difficiles qui ont de nouveau, il y a eu des émeutes. Et donc de nouveau, les grands journaux ont fait un zoom sur qu'est-ce qui se passe dans ces quartiers difficiles. Et on a découvert, avec des guillemets, que le niveau de chômage est colossal, mais qu'en plus, il y a un niveau de précarité, en particulier dans ces quartiers. Vous voyez, ceux qui ont des boulots précaires, il y a tous ceux et celles qui sont au chômage, mais il y a aussi ceux et celles qui ne sont pas au chômage, mais qui ont des boulots où on n'arrive pas à vivre correctement. Vous voyez, chez les 15-24 ans, c'est 52%, mais même chez les autres, c'est encore un niveau considérable. Derrière les chiffres, c'est à Toulouse comme partout, des gens qui vivent dans la rue. On n'a jamais été aussi riche, mais j'aime autant de gens qui dorment dans la rue. Je ne sais pas comment c'est ici, mais à Paris, je suis frappé par le nombre de gens qui attendent les poubelles du Monoprix ou du Carrefour pour trouver de quoi manger. C'est vraiment insupportable. Donc ce qui nous met en mouvement, si on est là ce soir, c'est sans doute qu'on refuse ce niveau de précarité et d'indignité, et que même chez des gens qualifiés, je faisais un débat à Lille avec des étudiants et des étudiantes qui disaient que même chez les gens qui sont qualifiés, il y a un niveau de précarité. On a du mal à trouver un boulot correctement payé, et sachant qu'en plus les loyers augmentent, ça devient de plus en plus la galère. Donc je pense que si on est là, c'est qu'on tous et toutes, on veut refuser ce niveau de cette précarité, et qu'on a quelque chose qui nous guide, c'est le fait qu'on a droit au bonheur. Moi, j'ai mis la photo d'un de mes fistons il y a quelques années, la vie est belle, il est dans les Pyrénées, il est tout heureux, il joue avec les cousins et les cousines, voilà. Et je pense qu'on n'a qu'une vie, et que donc on ne peut pas accepter que des millions de gens vivent au rabais à cause de la précarité, et qu'on doit tout faire pour que chacun et chacune puisse s'épanouir dans toutes les dimensions, d'avoir effectivement ce droit au bonheur. Une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'on peut compter sur la croissance ? En gros, la plupart de nos dirigeants, depuis 40 ans, disent « Votez pour moi, je fais revenir la croissance, et la croissance va nous donner le plein emploi ». Voilà l'évolution de la croissance depuis les années 50, 60, 70, 80. Vous voyez l'évolution de la croissance. Il faut quand même être très, très, très optimiste, ou avoir bu un petit coup en trop, pour penser que la croissance revient. Vous voyez, le trend, ce sont les chiffres de l'INSEE. Hein. Voilà. Mais alors, certains vont dire « Oui, mais ça, c'est la France. C'est parce que l'État est obèse, je mets des guillemets, c'est parce qu'il n'y a pas de politique industrielle, mais si on faisait comme l'Allemagne, ça irait mieux. » Et du coup, j'ai fait la même courbe, merci beaucoup Jean-Marie, avec en Allemagne, hop, non ça ne marche pas, la courbe, merci. Voilà, l'évolution de la croissance en Allemagne. Messieurs, dames, la locomotive allemande, vous voyez quand même la différence colossale, non je rigole, c'est exactement pareil. Voilà, donc il y a plein de choses bien en Allemagne. Hein. Ils ont effectivement une politique industrielle, ils ont une politique de formation où il y a des choses tout à fait intéressantes. Mais est-ce que ça suffit pour la croissance ? L'Allemagne est en récession maintenant. Hein. Là, depuis 6 mois, ils disent clairement qu'ils sont en récession. Et est-ce que ça suffit pour le plein emploi ? Il y a 6 500 000 personnes en Allemagne qui ont des petits boulots à 450 €. Je répète plus lentement, il y a encore aujourd'hui, fin 2023, 6 500 000 personnes. Ah, ils ne sont pas au chômage. Ah, ils ne sont pas au chômage. Mais ils ont des boulots à 450 €, 470, voilà. Donc c'est un niveau de précarité. Donc non, la croissance n'est plus la solution, surtout que la croissance a été sauvegardée depuis 10 ans, les gens du Front National n'apprécieraient pas cette courbe, mais l'Allemagne est en train de tomber en récession si elle n'avait pas accueilli 1,5 million de réfugiés syriens. Et vous voyez, en 2012-2013, malgré des exportations très fortes, l'Allemagne était en train de tomber en récession, et c'est parce qu'ils ont accueilli 1,5 million de réfugiés syriens que ça a boosté leur économie. Mais sinon, ils étaient en récession depuis ces années-là. Donc, si on ne peut pas compter sur la croissance, surtout qu'en plus, je vais accélérer, on peut avoir n'importe quoi une nouvelle crise financière. Ça, c'est la courbe de la dette totale aux États-Unis, et ça, c'est la courbe de la dette totale en Chine. Voilà, même le FMI disait il y a 6 ans qu'on peut avoir n'importe quoi une nouvelle crise financière. Le FMI disait la crise de 2007-2008, on n'a rien réglé après la crise de 2007-2008, et le FMI disait qu'on peut avoir une nouvelle crise qui ferait 10 fois plus de dégâts qu'il y a 10 ans. Donc tous ceux qui nous disent « Oh là, il y a une petite récession, mais c'est pas grave, la croissance va revenir », la réponse est non, la réponse est absolument non. Si on veut répondre en même temps à la crise climatique et à la crise sociale, il faut changer complètement de modèle et ne plus compter sur la croissance. Alors comment est-ce qu'on fait ? Je simplifie tout ça, et là, alors que c'était très intéressant. Donc comment est-ce qu'on fait pour créer des emplois, même sans croissance ? Il faut quand même comprendre d'où vient vraiment le chômage. Daniel Cohen, hélas, nous a quittés il y a 3 mois. C'était un très grand économiste, et il disait... Il faut quand même déjà poser un diagnostic.
Tout le monde, en gros, accuse globalement. Il n'y a jamais vraiment de débat sur le diagnostic. En France, on n'a aucun vrai débat sur d'où vient le chômage. Ça fait 30 ans ou 40 ans que le chômage augmente, mais on n'a jamais vraiment de dialogue un peu intelligent sur le diagnostic. Et Daniel Cohen disait, il y a un problème avec la Chine qui ne respecte aucune règle sociale, il y a un problème de délocalisation, mais ne nous trompons pas, ce n'est que 10 ou 15% des destructions d'emplois, 10 ou 15% seulement des destructions d'emplois qui viennent des délocalisations et du fait que l'économie mondiale est mal régulée. Mais l'essentiel, 85 ou 90% des destructions d'emplois, ce sont les gains de productivité. Aux États-Unis, c'est Robert Reich, l'ancien ministre de Clinton, qui est un génie. Je vous conseille, celles qui parlent anglais, de regarder ses vidéos. Ce mec est hyper intelligent et en même temps hyper drôle. Et Robert Reich montre que la production industrielle sur le territoire américain a quand même augmenté de 80%, malgré les délocalisations. Il dit évidemment il y a un problème avec la Chine, évidemment on a été trop naïf de laisser la Chine rentrer dans l'OMC, évidemment il faut se protéger, mais Robert Reich dit ça n'est quand même pas ça le problème numéro un. Malgré la délocalisation, la production sur le territoire américain a presque doublé, plus 80%. Mais produire 80% de plus, on a besoin de 30% de travail en moins. Le nombre d'heures travaillées a baissé de 30%, parce qu'il y a des robots, parce qu'il y a des machines à commande numérique, parce qu'on a mis de l'intelligence dans la tête des gens, aux États-Unis comme en France. À Toulouse, le nombre d'étudiants ou d'étudiantes dans tous nos pays. En France, on a multiplié par 8 le nombre des étudiants depuis 40 ans. Donc la double révolution technologique, il y a des ordinateurs, il y a des robots, et intellectuelle, l'accès à la formation pour un très grand nombre de gens, fait qu'on produit beaucoup plus, presque 2 fois plus, avec 30% de travail en moins. Donc ça n'est pas la fin du travail. La dépêche, là, ils m'ont posé la question, est-ce qu'on va vers un monde sans travail? Non, ça n'est pas la fin du travail. Les carottes ne poussent pas toutes seules, il faut des gens qui se lèvent dans l'agriculture pour s'occuper des hôpitaux, pour les transports en commun, il y a besoin de travail, mais objectivement, il y a besoin de à peu près 30% de travail en moins. C'est la réalité. Donc quand on sait qu'il y a besoin de 30% de travail en moins, il y a deux façons, ou bien on laisse 30% de gens dans la mouise, ils sont au chômage, à 0 heure par semaine, ou avec des boulots tout petits, ou alors on est capable de reprendre un mouvement collectif de réduction du temps de travail, en disant, après tout, nos arrière-grands-pères travaillaient 7 jours sur 7, puis on est passé à 6 jours, puis on est passé à 5 jours, peut-être que la prochaine étape, c'est 4 jours. Mais de toute façon, on a encore besoin de travail, mais globalement, de moins de travail qu'il y a 40 ans. Ça, je passe là-dessus. Hop. Voilà, et on nous dit qu'avec la prochaine révolution, l'intelligence artificielle, ce sera encore des destructions d'emplois, donc raison de plus pour conforter notre cohésion sociale et mettre en place les 4 jours le plus vite possible. Donc je l'ai dit, en 93, la première fois que le Grève m'avait invité, tout le monde dit que c'est moi qui avais lancé le débat sur la semaine de 4 jours. J'ai fait une grande tribune dans le journal Le Monde, j'étais un mec complètement inconnu de 26 ans, mais Le Monde m'avait mis à la une et avec une grande tribune. Mais la veille, je m'étais fait doubler la veille par Antoine Riboud, celui qui a vraiment lancé le débat sur la semaine de 4 jours, c'est le patron de Danone, donc c'est quand même un monsieur qui s'y connaît un peu en matière industrielle. Et Antoine Riboud, le patron de BSN Danone, disait il faut descendre, le 25 septembre de 93, Antoine Riboud dit il faut passer à 32 heures sans étape intermédiaire, ça obligera toutes les entreprises à créer des emplois. Antoine Riboud a fait travailler toutes les équipes de Danone, dans tous les métiers, toutes les filiales de Danone, pour vérifier que ce n'était pas du pipeau, que c'était faisable dans tous les métiers de passer à 32 heures, 4 jours, avec un système financier qui était presque le même que nous, en disant si l'entreprise passe à 4 jours et qu'elle crée des emplois, elle arrête de payer les cotisations chômage. Donc en 93, c'est un grand patron qui lance le débat. En 95, c'est le rapport Boissonnat qui est rédigé à la demande de Balladur. Balladur, c'est pas la gauche alternative, pour ceux qui s'en souviennent, c'était un monsieur un peu conservateur. Mais même Balladur était d'accord pour dire, ben oui, il faudra réduire le temps de travail de au moins 20%. Et pour être sûr qu'il n'y aura aucun problème de compétences, quels que soient les secteurs, dans l'aéronautique, dans la médecine, ils disent on se donne 20 ans. Il y a des secteurs où ça peut être fait en 2 ans ou 3 ans. Dans l'agroalimentaire, on peut y aller très vite. Il y a des secteurs où il faudrait aller plus lentement. Mais tout le monde était d'accord pour dire qu'en 2015, oh oui, en 2015, évidemment, on sera tous passés à 4 jours. Donc voilà. Et on est en 2023. Et aujourd'hui, la durée réelle en France est à 38h50 pour un temps plein. Aujourd'hui, d'après l'INSEE, ceux et celles qui ont un boulot normal sont à 38h50 de durée réelle. Et il y a des millions de chômeurs. Alors qu'il y avait un consensus en 95 pour dire qu'il fallait réduire de au moins 20% du temps de travail. Donc comment est-ce qu'on fait? Je le dis, l'idée c'est qu'on ne baisse pas le salaire, parce qu'il y a déjà des millions de gens qui ont un problème, mais on ne doit pas augmenter la masse salariale. Il y a déjà 400 entreprises qui sont passées à 4 jours, Maminova, Fleury Michon, si vous achetez un yaourt Maminova, tous et toutes ils sont passés à 4 jours 32 heures, sans aucune baisse de salaire, mais le prix du yaourt n'a pas augmenté d'1 centime. Pas 1 centime d'augmentation du prix du yaourt, parce que l'entreprise arrête de payer les cotisations chômage
si elle crée des emplois. Et donc c'est comme ça que c'est équilibré. On a même un des plus grands économistes du pays, Patrick Artus, qui était prof à Polytechnique, directeur des études de la Caisse des dépôts, qui avait fait 3 pages d'équations un peu compliquées, pour être poli, mais qui dit que le système Larouturou est équilibré. Il y a une grosse exonération pour les entreprises, mais c'est seulement si elles créent des emplois. Et donc, si elles créent des emplois, il y a effectivement moins de chômeurs à payer pour les caisses de chômage, et plus de gens qui vont payer de la TVA, plus de gens qui vont cotiser pour les caisses de retraite. Donc, Artus dit, ce système est équilibré. Il dit, je ne suis pas patron de PME, je ne sais pas comment on l'organise, mais il n'y a pas à s'inquiéter pour les finances publiques. Et depuis, il y a 400 entreprises qui l'ont mis en place dans tous les secteurs. Si vous allez à Pau, des copains de François Bayrou, en même temps, c'est pas très rapide, InPig, qui fait de l'insémination porcine pour le jambon de Bayonne, ils sont tous passés à 4 jours. Si vous achetez une chocolatine à Pau, ceux qui font le contrôle bactériologique, c'est ABOC, ils sont aussi passés à 4 jours. Donc on a des exemples dans tous les métiers. Ici, un cabinet d'avocats, ici, une entreprise de charpente métallique. On sait que c'est faisable. Au total, on pourrait créer 1 600 000 emplois. Si tout le monde passe à 4 jours, on pourrait vivre mieux. Depuis le Covid-19, on voit que dans tous les pays d'Europe, le débat revient, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie d'un nouvel équilibre, en même temps d'avoir un vrai boulot et un vrai salaire, en même temps d'avoir du temps pour vivre. Donc dans tous les pays d'Europe, le débat revient. Et en France, à partir de ces 400 pionniers, on sait que c'est possible. Ça ne se fait pas en 3 semaines, hein, c'est un peu compliqué. Il y a quelques mois pendant lesquels c'est un peu le bazar, il faut se réorganiser. Mais on sait que c'est possible dans tous les métiers et qu'on peut créer 1 600 000 emplois si tout le monde passe à 4 jours. En Allemagne, c'est le syndicat IG Metall qui en fait une de ses priorités, les 32 heures sans baisse de salaire. Et donc je pense que c'est un combat historique. Il y a toujours des gens qui freinent, mais c'était pareil quand il y a eu la semaine de 6 jours, ou quand il y a eu les premiers congés payés. Certains disaient, c'est pas possible, les ouvriers vont partir au bord de la mer, ils ne reviendront pas. Il faut retrouver, même Léon Blum au début n'y croyait pas. Hein. Vous ne retrouvez aucun discours de Léon Blum en période électorale qui dit qu'il veut les congés payés. Léon Blum pensait que c'était pas possible, mais le peuple a voté pour Léon Blum, et le peuple reste dans la rue en disant, on veut les congés payés. Et en fait, c'était possible, et c'est même très agréable. La plupart d'entre nous, quand on est en vacances, on trouve ça très agréable, et même du point de vue bêtement économique, c'est le premier secteur d'activité en France aujourd'hui devant l'industrie. Le tourisme, donc s'il n'y avait pas de vacances, s'il n'y avait pas de congés payés, il n'y aurait pas de tourisme. Et aujourd'hui, le premier secteur d'activité dans notre pays, c'est le tourisme. Donc heureusement que Léon Blum a écouté ceux qui voulaient des congés payés, et non pas ceux qui disaient que c'était impossible. Donc on se donne comme objectif, je l'ai dit, les mentalités bougent. Il y a une enquête qui est sortie récemment qui dit que 84% des Français veulent passer à 4 jours. Il y a des gens de la CFDT qui veulent relancer le débat. Il y a des gens du CJD. Le CJD, c'est le Centre des jeunes dirigeants. C'est 7000 chefs d'entreprise. C'est une branche du patronat qui a rompu avec le patronat officiel en 1936. Quand le patronat officiel était hostile au congé payé, il y a quelques patrons qui ont dit on n'est pas obligé d'être les plus cornichons à chaque fois. Donc il y a une branche du patronat qui est là, c'est moins connu que le MEDEF, mais ils sont 7000 chefs d'entreprise. Ils ont déjà dit à Elisabeth Borne qu'ils voudraient expérimenter non pas une mesure obligatoire, mais dire, comme il y avait la loi de Robien qui avait permis à 400 entreprises de passer à 4 jours, on voudrait de nouveau, là Emmanuel Macron a donné aux partenaires sociaux jusqu'à la fin du mois de mars pour réfléchir à qu'est-ce qu'il faut faire pour aller vers le bien-être au travail et vers le plein emploi. Et en principe, en avril, en mai et en juin, il y a eu une loi qui doit être votée en France sur le bien-être au travail et le plein emploi. Et donc on voudrait, en même temps avec des gens des syndicats et les chefs d'entreprise du Centre des jeunes dirigeants, on voudrait dire on ne demande pas une mesure obligatoire, mais on voudrait qu'il y ait un outil pour négocier la semaine de 4 jours dans les entreprises. Donc là, c'est pareil, on cherche des alliés. Les gens du CJD vont venir à Bruxelles, ils sont 80 à venir à Bruxelles visiter le Parlement et faire un gros brainstorming dans quelques semaines. Mais si vous voulez nous aider, il faudra, comme on l'a fait pour la loi de Robien, aller voir les députés, leur expliquer jusqu'à obtenir un amendement qui permettra de passer à 4 jours. Je m'arrête en disant que est-ce que le monde d'après sera comme le monde d'avant, en pire? Non, ça dépend de nous. On a même été reçu par le pape, je le dis, et que vous soyez catho ou pas du tout catho, je vous conseille le dernier bouquin du pape. Le titre est nul, c'est du genre le besoin de changement, mais à part le titre, tout est génial. Le pape, c'est pas une encyclique. Parfois, des encycliques sur le climat sont très intéressantes, mais là, c'est un bouquin perso où le pape raconte sa vie, y compris qu'à un moment, il avait pris la grosse tête et que ses copains jésuites l'ont envoyé dans un endroit pour se dégonfler de la tête. Ça, c'est étonnant de voir un monsieur de ce niveau qui raconte, voilà. Et il raconte, quand ici, des économies, c'est presque toujours des femmes, c'est vraiment moderne. Et il explique que ce système économique qui fout en l'air la planète, qui fout en l'air la vie de millions de gens, il est poli, donc il ne dit pas que c'est de la merde, comme le dirait un adolescent énervé, mais le pape, dans son livre, dit ce système économique, c'est le fumier du diable. Le fumier du diable, c'est poli, mais pour un pape, ça veut dire que ça sent pas bon, quand même, voilà. Et donc, il nous explique qu'il faut faire la révolution. Le pape dit, après la crise financière de 2008, on avait dit qu'on allait tout changer.
Et en fait, on n'a rien changé, ou très très peu. Et il dit maintenant, après le Covid, si on n'est pas capable de changer nos modes de vie, c'est qu'on n'est vraiment pas bon. Et le pape nous dit qu'il faut faire une révolution. Et je pense qu'il a raison, une révolution non violente. Dans mon bureau à Bruxelles, j'ai la photo du mur de Berlin, de tanières. Après ça, je laisse la parole. Tu m'aides à finir les deux? Donc je crois effectivement qu'il y a beaucoup de gens sont inquiets en disant mais c'est pas possible, on n'y arrivera jamais. Et moi, dans mon bureau à Bruxelles, j'ai 2 photos. Celle-là, c'est le mur de Berlin. Et ce n'est pas les grands chefs qui l'ont décidé, ce sont des citoyens comme vous et moi. Et je suis d'autant plus sensible que je finissais mes études à Sciences Po et qu'en avril 89, le plus grand spécialiste de l'Allemagne nous a dit que jamais on ne verrait la fin du mur, que pour au moins les 50 ans qui venaient, il était persuadé, c'était le plus grand spécialiste. Donc j'en vois qui rigole, interdit de rigoler, c'était le plus grand spécialiste. En avril 89, il nous a dit que le mur de Berlin était encore là pendant 50 ans, et en novembre 89, le mur est tombé, et c'est pas Gorbatchev ou Helmut Kohl ou Mitterrand qui l'ont décidé, ce sont des gens comme vous et moi, qui avaient envie juste d'être heureux, de vivre vraiment leur vie en disant ce mur ça fout en l'air ma vie, ça casse mon avenir, et ils ont fait tomber, sans une goutte de violence, ils ont fait tomber le mur de Berlin. Et l'autre image que j'ai dans mon bureau, tu peux l'activer s'il te plaît, c'est en 1871-72, on voit pas bien, mais c'est des gens, parce que Jules Ferry hésitait, est-ce qu'on peut vraiment faire l'école pour tout le monde? Certains disaient, il faut que tous les enfants de France aillent à l'école, mais d'autres disaient, c'est une idée généreuse, mais notre pays n'est pas encore assez riche, on a encore besoin des enfants dans les mines, dans l'agriculture, dans l'industrie. Et donc, vous voyez les gens qui remontent, il y a eu 1 200 000 pétitions, 1 200 000 pétitions, à l'époque, il n'y avait pas Internet, hein. Donc pour récupérer 1 200 000, il fallait aller voir les voisins pour dire « Est-ce que tu as signé la pétition qui demande qu'on ait l'école pour les garçons et pour les filles dans tous nos villages, qu'on ait la loi sur l'éducation laïque, gratuite et obligatoire ?» Et donc on les voit qui remontent à Paris et qui encerclent l'Assemblée avec 1 200 000 pétitions pour dire « On veut une loi qui rend l'éducation gratuite, laïque et obligatoire ». Et ils ont foutu la pression de toute la France, ils remontent leurs pétitions, et après ça il y a la loi, et après ça c'est un vrai bazar, mais pendant 20 ans, dans tous les villages, on fait l'école des garçons, l'école des filles, les maisons des maîtres, et on forme des milliers d'instituteurs, et en 20 ans c'est une vraie transformation. Donc je crois que ça, la question du climat comme sur les modes de vie, je crois, est-ce qu'on est capable, de façon non violente, mais de façon déterminée, de dire qu'on a envie de changer ce pays, et j'espère qu'on va s'organiser pour le faire. Je finirai avec cette belle phrase. Je viens de lire un petit bouquin de Michel Rocard qui s'appelle « Construire la paix ». Je vous conseille ce bouquin passionnant de Michel Rocard sur « Construire la paix ». Et la phrase qui est en exergue, c'est une phrase de Martin Luther King. « Ceux qui veulent la paix doivent s'organiser de façon aussi efficace que ceux qui veulent la guerre ». Et je crois que dans tous nos réseaux, on est des humanistes, mais est-ce qu'on est capable de s'organiser, ceux qui veulent les lobbies du pétrole, les lobbies de la banque, les lobbies qui veulent, je ne les mets pas dans le même sac, ceux qui veulent la guerre, sont très bien organisés. Est-ce qu'on est capable, je ne suis pas venu ici pour avoir des applaudissements et se dire « ouais, c'est sympa les idées de Pierrot », est-ce qu'on est capable de s'organiser pour gagner quelques batailles? Et on a besoin de... C'est encore mieux si on arrive aussi dans 4 ans, c'est pas Darmanin ou Bruno Le Maire ou Le Pen, c'est encore mieux si on a des victoires globales dans quelques années, mais déjà, est-ce qu'on peut avoir des victoires d'étape dans les prochains mois? Merci beaucoup. Bonsoir. Bon, déjà, nous avons bien retenu la leçon. Nous faisons des économies d'énergie. Nous avons tous froid dans cette salle. C'est notable. En tout cas, nous sommes sur la bonne voie, mais c'est pas très confortable. Alors, cher Pierre Larocuro, moi j'ai été chargé de vous poser quelques questions, de faire un constat sur cette semaine de 4 jours. Et mon nom, et j'appartiens au GREP, est Georges Zaccariou. Je suis un des plus anciens membres actifs de cette belle association. Alors, effectivement, dès les années 90-93, vous avez courageusement proposé de passer à la semaine de 4 jours. J'y ai vu une possibilité de transformation positive de notre société, en redonnant au travail, et c'est pour moi extrêmement important, sens et valeur. La répartition du temps de travail sur 4 jours au lieu de 5 est très séduisante pour les salariés. Alors, les avantages, vous les avez pas cités faute de temps, très certainement. La densité des transports s'en trouverait allégée, puisqu'on ne travaillerait que 4 jours. Donc, c'est très bon pour le climat. Ainsi qu'une journée de garde d'enfants en moins pour les parents, ce qui est considérable. 3 jours de suite qui ouvriraient d'innombrables possibilités de vie culturelle, sociale, familiale, etc., etc.
un nouvel équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Ce jour supplémentaire permettrait une prise de recul professionnel sur son travail, donc davantage de créativité et d'énergie sur les 4 jours au travail. Ce serait une productivité accrue. Mais dans notre monde, rien n'est simple. Ce serait bien entendu une nouvelle organisation du travail sans baisse de rémunération, mais par ailleurs, la charge de travail deviendrait plus lourde et concentrée pour les gens. Quid pour les hôpitaux, pour la restauration et pour toutes les professions en déficit de main-d'œuvre. Ce temps libre pourrait être utilisé par les salariés pour exercer un deuxième job, ce qui n'est pas très bien, et même favoriser dans certains cas le travail au noir. Par ailleurs, il peut sembler étrange de s'interroger sur l'avenir de la semaine de 4 jours à l'heure où le travail s'étale de plus en plus sur les plages horaires consacrées au week-end et aux congés. Ce n'est donc pas dans le sens où nos gouvernements veulent nous conduire. Il n'est pas non plus vraiment à l'ordre du jour, puisque les gouvernements proposent de soutenir le pouvoir d'achat par la défiscalisation des heures supplémentaires et la monétisation des RTT. J'aurai bientôt terminé. Je reste cependant persuadé qu'il faudra bien trouver une solution, un moyen pour que chaque individu puisse avoir la possibilité de travailler dans de bonnes conditions. Ça, vous l'avez bien souligné. Récemment, des millions de personnes protestèrent dans la rue, au-delà des réformes du droit du travail et de la retraite. La protestation en profondeur portait essentiellement, j'en suis persuadé, sur le sens du travail, sur ses valeurs. Pensez-vous, cher monsieur le député, que la répartition du temps de travail en jours plutôt qu'en heures puisse solutionner cette grande problématique existentielle? Merci. Alors, d'abord, un petit détail, quand vous dites que ce sera 3 jours de suite de repos, non, ce ne sera pas 3 jours pour tout le monde. Par exemple, j'ai dit qu'il y avait déjà 400 entreprises qui sont passées à 4 jours, mais on ne va pas éteindre l'usine le jeudi soir. Donc, il y en a qui ont leur vendredi, mais il y en a qui ont leur mercredi. Oui, il y a un roulement, mais donc tout le monde garde son week-end comme avant. Et puis, il y en a qui ont 3 jours de suite, ils ont le vendredi ou le lundi. Donc, il y en a beaucoup qui ont 3 jours de suite, mais il y en a aussi qui sont libres le mercredi ou le mardi. Je me souviens d'une entreprise de travaux publics où c'était une femme qui disait qu'elle prenait son jeudi pour avoir du temps pour elle, et un homme qui disait qu'il prenait son mercredi pour être avec les enfants. Ça peut aussi changer un peu le rapport qui s'occupe le plus des enfants. Donc, pour beaucoup, on voit à partir de ces 400 entreprises en France, ou alors au Royaume-Uni, il y a eu une expérience très intéressante avec plusieurs dizaines d'entreprises depuis 3 ans, où ça se passe très bien aussi au Royaume-Uni. 91, le bilan qui a été fait il y a quelques mois, c'est que 91% des salariés et des patrons qui sont passés à 4 jours veulent y rester. Donc quand c'est 91% de succès, c'est quand même plutôt pas mal. Voilà. Et à chaque fois, on voit que la créativité s'améliore, on voit que l'absentéisme recule, c'est vrai, que ce soit dans les 400 entreprises en France ou au Royaume-Uni ou ailleurs, on voit à chaque fois que l'absentéisme recule parce que les gens ont du temps pour vivre, que ce soit pour aller voir le médecin, pour faire ses courses, pour régler les problèmes administratifs. Et du coup, le week-end aussi est vraiment plus agréable parce que tous les trucs un peu de logistique familiale, tous les trucs, on peut les faire dans la semaine. On a vraiment du temps pour vivre, du temps pour soi. Et donc, la semaine de 4 jours, sans idéaliser, permet d'enrichir la vie privée, mais permet aussi d'enrichir la vie au travail. Comme chez Maminova, je n'ai pas voulu être long, et vous dites que le plus intéressant, c'était le contenu du travail. Comme avec la loi de Robien, ils avaient une exonération, ils ont très vite trouvé un équilibre financier sans aucun problème. Ils ont dit le plus compliqué et le plus intéressant, c'est le contenu du travail. Le directeur de l'usine passe à 4 jours. Donc il y a des choses qu'il ne fait plus et qui donne à sa numéro 2. Mais le numéro 2 est passé à 4 jours. Donc il y a des choses qu'on ne fait plus, mais on va embaucher un cadre. Jusqu'aux ouvriers, il y a un jour où le contremaître n'est pas là. Et s'il y a un client qui appelle en disant on veut 1 tonne de yaourt à la cerise, vous ne pouvez pas répondre en disant rappelez lundi quand le contremaître sera là, sinon le client va voir ailleurs. Donc on a eu un plan de co-investissement en formation la première année. Ils ont tous et toutes gagné 40 jours de vacances dans l'année, mais la première année, il y a eu 20 jours de formation. L'entreprise payait tout ce qu'il fallait payer, mais chaque ouvrier, donc
beaucoup d'ouvriers disent il n'y a aucune surcharge puisqu'il y a eu des créations d'emplois. Il y a un moment où vous dites que le travail est plus lourd, le travail n'est pas plus lourd puisqu'il y a des créations d'emplois. Donc l'intensité au travail n'a pas augmenté. Ça dépend si on parle de la semaine de 4 jours compactée. Il y a eu quelques expériences en France qui ont été un bid, je crois, dans les l'URSSAF de Picardie. On avait proposé une semaine compactée avec 4 jours sur 38 heures sur 4 jours, et la plupart des salariés n'en voulaient pas parce que c'était des journées longues et parfois fatigantes. Tandis que ce dont on parle, nous, ici, c'est les 4 jours 32 heures, sans baisse de salaire, avec des créations d'emplois. Toutes les entreprises dont j'ai parlé ont créé au moins 10% de nouveaux emplois en CDI. Donc l'intensité au travail n'a pas augmenté, mais on a enrichi le travail parce qu'il y a un jour où le chef n'est pas là, et donc le chef reste le chef, le contremaître reste le ou la contremaître, mais on a enrichi le travail. Vous dites qu'on est dans un moment de déficit de main-d'œuvre, et c'est vrai. On a obtenu un projet pilote au niveau européen, je ne vais pas être trop long, mais le projet pilote, c'est comme ça qu'est né Erasmus. Le projet pilote, c'est la petite marge de créativité qu'on donne aux députés en disant, si vous avez une idée, on va vous donner un petit budget pour tester pendant quelques années pour voir si c'est bien ou pas. Et de même qu'il y avait quelques députés qui avaient eu l'idée il y a longtemps d'Erasmus, en buvant une bière, il y avait 2 députés qui avaient dit, ce serait quand même cool qu'on aide les jeunes à aller d'un pays à l'autre. Au début, on les a pris pour des charlots, et maintenant Erasmus, c'est quand même un vrai succès. Il y a des milliers de jeunes qui font Erasmus. Et donc nous, on a obtenu un projet pilote sur la semaine de 4 jours, depuis 2 ans, en disant on est dans un moment paradoxal, où il y a en même temps beaucoup de chômage, et en même temps dans tous nos pays des secteurs qui ont du mal à recruter. Voilà. Et la semaine de 4 jours n'est pas la baguette magique, mais peut aider à recruter. L'autre jour, j'ai entendu sur France Inter le patron d'un restaurant qui disait on a beaucoup de mal après le Covid à recruter dans nos métiers parce que les gens, pendant les années Covid, sont restés à la maison, ont eu un revenu. Heureusement, on ne les a pas laissés crever la bouche ouverte. Donc les gens ont eu et se disent est-ce que ça vaut la peine de sacrifier ma vie? Parce que quand je travaille dans la restauration, je rentre chez moi quand même à minuit, mon conjoint, mon copain, ma copine, voilà. Et donc ils disent objectivement on a du mal à recruter, mais si avec le même salaire, on propose la semaine de 4 jours à la place de la semaine de 5 jours, eh bien, on peut recruter plus facilement. J'ai fait l'émission sur Arte il y a quelques mois. Il donnait la parole à un patron qui était passé à 4 jours et qui disait qu'il recevait les meilleurs CV que par rapport à ses concurrents. Si c'est travailler 4 jours avec le même salaire, il reçoit les mêmes CV, et ce patron dit à la fin, mon seul problème, c'est que plus personne ne veut quitter l'entreprise. On a un vrai problème parce qu'on reçoit des CV très intéressants, mais on n'a pas de poste libre parce que plus personne ne veut quitter. Il dit, c'est un problème de riches, la plupart de mes concurrents n'arrivent pas à recruter, moi j'arrive à recruter, voilà. Donc, je ne dis pas du tout que c'est la baguette magique, mais sur ces questions, ça règle, on le voit dans les quelques centaines d'entreprises qui l'ont mis en place, soit en Angleterre, soit en Nouvelle-Zélande ou ailleurs, ça marche bien. Est-ce que ça va augmenter le travail au noir? Je ne pense pas, pour 2 raisons. Aujourd'hui, on a 5 millions de chômeurs qui sont libres, qui ont des très faibles revenus et qui sont libres 7 jours sur 7 pour le travail au noir. Tous ceux et celles qui sont à Pôle emploi et qui en moyenne ont 700 € d'indemnité, ils ne sont tous pas millionnaires. En moyenne, l'indemnité à Pôle emploi, c'est 700 € par mois, entre 700 et 800, et ils sont libres 7 jours sur 7 pour travailler au noir. Donc au pire, on va faire un double partage du travail. Il y a ceux qui étaient au chômage qui vont retrouver un boulot, ils auront 4 jours de moins chaque semaine pour travailler au noir, et les autres qui vont peut-être un peu travailler au noir, mais honnêtement, ce n'est pas ce qu'on voit dans les entreprises qui sont passées à 4 jours, et même que la plupart d'entre nous, quand c'est le vendredi soir et que le week-end arrive, on ne se dit pas « chouette, c'est le week-end, je peux enfin travailler au noir ». La plupart des salariés, quand c'est le week-end, ils disent « chouette, c'est le week-end, je peux ne plus travailler ». Donc, ils travaillent au noir par contrainte aussi. Oui, mais juste quelqu'un qui a un revenu correct, je ne dis pas qu'il n'y a aucun travail noir, mais quelqu'un qui a un revenu correct, surtout si dans la famille il y avait un problème parce qu'il y en avait un ou une qui était au chômage, si vous créez, je répète quand même, si on met en place une vraie politique sur le climat, on peut créer 900 000 emplois, ce ne sont pas mes chiffres, c'est le ministère qui, avant que je sois député, nous soutenait, on peut créer 900 000 emplois avec un vrai politique climat, et 1 600 000 emplois, là aussi ce n'est pas mes chiffres, j'ai un copain qui à l'époque était au cabinet de Martine Aubry et qui m'avait donné une fuite. Ils avaient fait le bilan des 400 entreprises passées à 4 jours et ils estimaient que ce n'était pas un modèle théorique, ce n'était pas les ordinateurs de l'OFCE, c'était à partir des 400 entreprises déjà passées à 4 jours, ils estimaient qu'on pourrait créer 1 600 000 emplois si tout le monde passe à 4 jours. Donc 900 000 emplois avec le climat, 1,6 million avec la semaine de 4 jours. Rien qu'avec ces 2 leviers, on peut créer 2,5 millions d'emplois. 2,5 millions d'emplois. Il en faut aussi à l'hôpital, dans la police, dans la justice. Et rien qu'avec ces 2 emplois, avec ces 2 dossiers, entre guillemets, on peut créer 2,5 millions d'emplois. Ça fait le lien avec la question des retraites.
Si on a 2,5 millions d'emplois en plus, si on a 2,5 millions de personnes qui ont un vrai boulot, ça fait 2,5 millions de familles où un salaire va rentrer. Les familles où il y a le problème de pouvoir d'achat le plus important, c'est quand il y en a un ou une ou deux qui sont au chômage. Donc si on crée 2,5 millions de vrais emplois, il y a quand même 2,5 millions de personnes qui vont ramener un salaire, voilà, et ça fait 2,5 millions qui vont cotiser pour les caisses de retraite. Sans doute la meilleure façon d'équilibrer les retraites, c'est d'avoir des gens qui bossent, qui ont un accès à la formation en permanence et qui sont moins abîmés, parce que si on passe à 4 jours, on est moins abîmé qu'on arrive à 61 ou 62 ans. Donc je ne dis pas du tout que c'est la baguette magique, mais c'est juste une évidence. C'est vraiment, je le redis, le conservatisme de nos dirigeants est terrifiant. Voilà, encore une fois, même Balladur, qui n'est pas la gauche alternative, c'est sans doute un monsieur créatif dans sa vie perso, mais au niveau politique, c'est pas un monsieur très créatif. Et bien même en 95, il y avait un consensus pour dire oui, évidemment, il faut aller vers les 4 jours. Donc je pense qu'il faut qu'on arrive à relancer et que le Covid, je ne veux pas être long, mais j'ai fait une émission avec un conseiller d'Édouard Philippe, j'ai fait plusieurs émissions depuis un an de nouveau sur la semaine Casio, et je m'étais dit, au moins le conseiller d'Édouard Philippe, il va être hostile, qu'on ait quand même un vrai débat. Mais pas du tout. Même le conseiller d'Édouard Philippe disait oui, c'est vraiment une bonne idée, les gens après le Covid veulent un autre équilibre, juste il ne faut pas l'imposer. Et ça tombe bien, personne ne veut l'imposer. Personne ne veut l'imposer, juste nous, on veut avoir de nouveau l'équivalent de la loi de Robien qui fait que si votre entreprise passe à 4 jours, elle aura une exonération si elle crée des emplois. Donc on veut juste un outil qui permet de négocier dans de bonnes conditions. Où ça coince, nos dirigeants sont très très conservateurs. On a un pays... Le jour, je dînais avec un très grand diplomate, qui est un de ceux qui a négocié les accords d'Oslo, qui était un jeune diplomate en 91 dans l'équipe qui a négocié depuis Madrid jusqu'aux accords d'Oslo. Il est maintenant à New York, il m'avait appelé, il avait le moral à zéro quand il voyait ce qui se passait à Gaza, et puis il m'a dit qu'il passait à Paris, donc on a dîné ensemble. Et 3 fois dans le dîner, alors que ce monsieur est plus vieux que moi, est très sérieux, parle très poliment, mais 3 fois pendant le dîner, il m'a dit « mais on est dirigé par des connards ». On est dirigé, quand on voit l'horreur de ce qui se passe entre Israël et Gaza, il me dit tu pourrais retrouver en mars 99 le conseil de tous les chefs d'État européens qui est en mars 99 à Berlin et qui dit on laisse 1 an à la Palestine et à Israël pour construire la paix, parce que maintenant ça va, on a signé les accords d'Oslo en 95 et en 99 tous les chefs d'État disent à Israël et à la Palestine, voilà, et que sinon on va reconnaître la Palestine pour foutre la pression. Ça c'est en 99, on est en 2023 et on a laissé pourrir la situation. Sur la question du climat, il me dit quand même, tout ce que vous proposez avec Jean Genet, c'est une évidence. Voilà, donc on a un conservatisme, une inertie de nos dirigeants qui est terrifiante. Il ne s'agit pas de... J'aime beaucoup Václav Havel qui dit qu'il ne s'agit pas de... Le rôle du citoyen n'est pas de juger les politiques, mais de dire la vérité et de leur foutre la pression. Donc si je suis venu ici, encore une fois, c'est je cherche des alliés. Est-ce que, au lieu de vous dire c'est vraiment bien, Pierre, il a l'agnac, il est vraiment intéressant, est-ce que vous pouvez vous dire, ben, dans les mois qui viennent, je vais donner un coup de main, parce que j'ai vraiment envie que ça bouge. Donc est-ce que vous allez sur nos réseaux sociaux, est-ce que vous allez, dès mardi, on fait un Zoom avec des gens, je parlerai plus lentement, des gens qui disent je suis d'accord pour m'engager dans la campagne sur la taxe de transactions financières dans les 4 mois qui viennent. On ne vous demande pas d'avoir une vie monacale pour les 15 ans qui viennent, mais soyez d'accord pour vous engager un peu dans les mois qui viennent. On a 2 sujets sur lesquels on peut avoir des victoires importantes. Je le redis, la France est le seul pays qui bloque au niveau européen pour la taxe de transactions financières. Et hier, à Strasbourg, j'ai vu un responsable allemand important qui dit que l'Allemagne est en récession et que l'Allemagne, suite à la dernière décision de la Cour de Karlsruhe, la Cour constitutionnelle, ne peut plus faire du tout de déficit et donc veut absolument, les dirigeants allemands disent qu'ils veulent vraiment un budget européen plus ambitieux. Donc, y compris les Allemands vont foutre la pression sur Bruno Le Maire et Emmanuel Macron pour avoir la taxe de transactions financières. Est-ce que nous, ici, on s'organise, vous qui êtes là, est-ce que vous donnez un peu de temps dans les mois qui viennent pour aller voir vos députés, et pas seulement les députés qui sont déjà convaincus, et qu'on se donne les moyens que Bruno Le Maire, d'ici le mois de mars, soit OK. Sur la question du temps de travail, la loi sur le bien-être au travail et le plein emploi va commencer à être discutée à partir du mois d'avril. Voilà, est-ce qu'on est capable d'avoir vu des parlementaires pour qu'il y ait un amendement? On a fait voter la loi de Robien alors qu'Alain Juppé n'en voulait pas. La loi sur la semaine de 4 jours qui a permis à 400 d'entreprises de passer à 32 heures dans de bonnes conditions, sans baisse de salaire. J'étais un petit jeune inconnu, j'ai réussi à quand même à faire des débats un peu partout, y compris grâce aux grèves. Et après ça, on allait voir les députés. Et du coup, même Alain Juppé a dû accepter cette loi qui permettait de passer à 4 jours dans de bonnes conditions. Est-ce qu'on se donne les moyens de s'organiser pour obtenir ça aussi d'ici l'été prochain? Voilà, je pense qu'on a besoin de victoires d'étape. Ça ne changera pas tout, mais dans tous nos réseaux, quand même, le moral est un peu... il y a beaucoup de gens qui commencent à s'inquiéter. Est-ce qu'on est capable de faire bouger le système? Ce serait bien qu'on ait des victoires d'étape. Je partage toutes vos idées et je suppose qu'une grande majorité des présents sont là parce qu'ils partagent justement ces idées. Malheureusement, ce que l'on constate, malgré tous vos efforts et malgré tous nos efforts,
c'est que l'extrême droite gagne du terrain, c'est que les guerres, comme vous l'avez mentionné, réapparaissent. Et il me semble que le point que nous avons le plus négligé, c'est une qualité dans l'éducation. Au niveau de l'éducation, la priorité absolue, de façon à enseigner la paix, l'esprit de coopération, les droits humains et leur application. Et tant qu'on ne fera pas ce pas d'améliorer cette qualité de l'éducation, il me semble qu'on aura du mal à faire ce changement de paradigme dans les têtes qui est nécessaire face au changement climatique et pour la paix dans le monde. Alors je crois que vous avez raison sur l'importance de l'éducation. Il y a 2 ans et demi, j'avais reçu le plus grand syndicat de police, le numéro 2, le numéro 3 du premier syndicat de police qui était venu à mon bureau. On avait passé 2 heures, je les avais écoutés. Ils avaient commencé par les revendications, besoin de moyens, ce qui est tout à fait justifié, le besoin de sur sécuritaire classique, je dirais. C'était les revendications de leur syndicat qui n'est pas très progressiste, mais il faut dire qu'ils sont souvent dans des conditions de travail très pénibles, entre le marteau et l'enclume, surtout qu'en plus en France, on est le seul pays où il y a autant de violence dans la rue. Dans tous les autres pays, quand il y a une réforme des retraites, on dialogue pendant 6 mois, et quand il y a des manifs, il n'y a aucune violence. Depuis que je suis député, je vais la même semaine parfois dans des manifs pour le climat à Bruxelles et dans des manifs pour le climat en France. À Bruxelles, il n'y a pas 1 gramme de violence. La même semaine, il n'y a pas 1 gramme de violence, pas une lacrymogène. On a négocié avec la police le trajet, voilà. Le lendemain, je reviens à Paris, le samedi, je fais une manif pour le climat à Paris. Au bout d'1 heure, on est nassé, on est enfermé, on se prend des lacrymogènes. Voilà. Donc, hélas, et c'est pas les policiers. Il y a une fois, j'ai cru que j'allais crever. La dernière fois, je n'arrivais plus à me respirer tellement je m'étais pris. J'avais quand même mon écharpe et je me suis quand même pris des lacrymogènes et j'étais furieux. Heureusement, une jeune femme m'a nettoyé, m'a mis des trucs pour que j'arrive à respirer. Et je suis allé voir les CRS en disant, vous n'y êtes pour rien. C'est pas vous, je sais très bien, mais ce que fait le ministre est vraiment, il n'y a pas de mot poli. La façon dont on est, au lieu de dialoguer, au lieu on est le seul pays d'Europe où il y a autant de violence et où les flics sont entre le marteau et l'enclume, et c'est très pénible pour eux. La plupart n'ont pas choisi ce métier pour tabasser des jeunes manifestants. Mais les ministres, et là c'est pas nouveau, c'était pareil quand Manuel Valls était aux manettes, ne veulent pas le dialogue et pourrissent. Donc tout ça pour dire que ces syndicats de policiers commencent par me faire leurs revendications classiques sur le besoin mais qui sont importantes, sur le besoin de financement, et puis au bout d'1 heure et demie, on reprend un café, on se parle un peu plus librement, et à la fin, un des deux me dit en sortant, mais le plus important c'est l'éducation. J'ai un fils qui est en médecine qui m'a montré des vidéos. Il y a des pays où dès les premières années, on apprend aux jeunes la non-violence, on apprend aux jeunes la coopération. C'était assez émouvant de voir ces 2 syndicats, ces 2 responsables, je ne pense pas qu'ils soient de la famille social-démocrate, qui commencent par des revendications matérielles et nécessaires et qu'on ne se donne pas les moyens de satisfaire. Mais à la fin, au moment de partir, souvent les psychologues disent que le plus important, ça sort à la fin. Et il me dit, je vais vous envoyer, mon fils qui est en médecine m'a montré des vidéos. Il y a des pays où dès les premières années, on apprend le dialogue, la non-violence. Et le soir, il m'envoyait les vidéos. Donc je crois effectivement que la question de l'éducation est fondamentale, que ce soit pour lutter contre l'échec scolaire. Je ne veux pas être trop long, mais moi, c'est un de mes sujets. Je suis scandalisé de voir comment, même quand mes enfants arrivaient à l'école, il y a déjà des gosses à qui on a raconté plein d'histoires. Il y a des familles où il y a Astrapi, Pomme d'Api, on leur lit des chansons, en même temps qu'on leur fait des bisous, on leur raconte des histoires, voilà. Et quand ils arrivent à l'école, ils ont déjà plein de mots qu'ils connaissent, plein de phrases. Et donc quand ce sera l'âge d'apprendre à lire et à écrire, ils n'auront pas de problème parce qu'ils connaissent déjà des centaines ou des milliers de mots. Et puis il y a des familles où il n'y a aucun Astrapi, Pomme d'Api qui arrive. Mon premier engagement avec ATD Carmonde, j'allais dans des quartiers difficiles où il n'y avait aucun livre. Je voyais des appartements où il n'y avait aucun livre, aucun journal, et où les parents parlaient très peu avec leurs enfants. Et nous, on expliquait que même si les parents ne savaient pas lire et écrire, ils pouvaient raconter des histoires. Voilà. Donc je trouve que dans notre pays, on a fait des progrès fabuleux pour le développement physique des enfants. Il y a des échographies obligatoires, il y a la radio des hanches. Si vous n'avez pas fait la radio des hanches à 8 mois, vous n'avez pas droit aux allocations familiales. Il y a les vaccins obligatoires, et c'est très bien. Il y a le fluor pour les dents, tout ça. Donc sur le développement physique des enfants, on a fait des progrès fabuleux, et tant mieux. Mais sur le développement affectif et intellectuel des enfants, on laisse chaque famille dans son coin. Et c'est pas pour rien, c'est un capital qui se transmet chez les familles les plus aisées, et s'il y a une précarité qui se maintient dans beaucoup. Donc je crois que vous avez raison que l'éducation est une question fondamentale, que ce soit pour lutter contre l'échec scolaire, ou pour lutter contre la violence, ou pour permettre le développement. Mais on ne va pas attendre. Avant que l'éducation change les mentalités, ça va être un peu long, donc ce serait bien si on agissait quand même sur le climat. Et en plus, la question du climat nous permet de nous rassembler. Quand vous parlez du Front National, c'est pas par hasard si je suis allé dans le Pas-de-Calais l'autre jour pour parler avec des paysans et des artisans qui avaient tout perdu, ben j'ai dit à mon équipe, on va aller dans le Pas-de-Calais, c'est pas le seul endroit où il y a des catastrophes climatiques, mais c'est un endroit où il y a beaucoup de gens qui ne votent plus ou qui votent pour le FN.
Et donc je ne leur ai pas demandé s'ils votaient pour le FN ou s'ils votaient pour Tartampion. On est allé passer des heures avec des paysans, avec des maraîchers. Il y en a encore un qui m'a appelé tout à l'heure, des maraîchers qui ont tout perdu. Encore un mois après, ça sent vraiment mauvais, tellement tout est en train de pourrir, tous leurs légumes sont en train de pourrir, et il n'y a personne qui les aide. L'État s'est désengagé, les assurances leur cassent les pieds, ne leur donnent pas un sou, et ça fait 6 semaines où un garagiste, l'eau est montée et toutes ces machines sont foutues. Et depuis 6 semaines, ils ne peuvent plus travailler. Et donc je ne leur demande pas s'ils votent ou s'ils votent pour le Front National, mais ils voient qu'il y a des élus qui sont prêts à se battre. Donc je pense que si on est ici ce soir, c'est qu'on est sans doute tous assez convaincus, on a un peu les mêmes idées, mais est-ce qu'on est capable aussi d'aller voir des gens qui ne votent plus ou qui votent pour le FN et de comprendre leur colère et de leur expliquer qu'on comprend leur colère, mais que les solutions du FN ne régleront aucun problème. Voilà. Mais il y a un énorme boulot, parce qu'on a laissé pourrir le truc, et comme le disait mon ami diplomate, je ne vais pas répéter le mot, mais ceux qui sont au pouvoir depuis 30 ans ne sont pas du tout à la hauteur, c'est vrai. Merci pour l'exposé, les propositions d'analyse. C'était Airbus en 90, 95, quand on parlait d'Eurobien, et on se disait, bon, on a essayé de faire des choses, mais ça a été quasiment impossible, et on se disait à l'époque que le plus gros problème pour la réduction d'un travail et 4 jours, c'était sans doute de mettre 2 paires de fesses sur la même chaise à un moment donné. Je ne sais pas si c'est toujours vrai. Bon, en tout cas, il y a encore du boulot pour le faire avancer. D'accord pour constater aussi que le patronat qu'on a en France est sans doute le plus conservateur, voire le plus réactionnaire par moment par rapport à certaines ouvertures qui pourraient être négociées. On l'a bien vu sur les retraites il n'y a pas longtemps. Et ma question serait par rapport à la sécurité alimentaire, dont un certain nombre d'organisations et de syndicats parlent. Est-ce que ce serait, d'après vous, un remède assez efficace à la misère qu'on voit aujourd'hui, en octroyant basiquement un certain capital par mois à toutes les personnes qui en ont besoin pour se nourrir? Merci. J'ai parlé de l'allocation d'autonomie pour les 18-25 ans en expliquant qu'elle existe au Danemark et que ça marche très bien au Danemark. Ça ne fait pas un pays d'assister. Après ça, mais au contraire, ça leur donne confiance en eux. Au moment où on commence sa vie adulte, c'est bien de ne pas être dans la plus grande précarité. C'est bien de donner complètement confiance à ceux et celles qui commencent leur vie adulte. Et je pense effectivement que c'est choquant de voir des familles qui n'ont pas de quoi se nourrir ou qui achètent des produits pas chers et de mauvaise qualité et qui ne mangent pas assez de légumes, pas assez de fruits et qui voilà. Donc je crois qu'on est dans un pays assez riche pour offrir cette sécurité alimentaire. Il y a plusieurs projets, je ne sais pas quel est exactement le projet dont vous parlez, mais effectivement, on s'honorerait d'avoir un bon niveau de sécurité, tout en se disant qu'on se donne les moyens de créer des emplois. Voilà, que ces gens sont dans la mouise aujourd'hui, mais qu'il n'y a personne qui est inemployable. Les territoires zéro chômeur, tout ce que fait ATD Carmonde et d'autres montrent que personne n'est inemployable. Et que même quelqu'un qui a galéré, qui est depuis 3 ans ou 4 ans au chômage, si on se donne les moyens de l'accompagner, peut très bien retrouver un boulot s'il y a des créations d'emplois. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on stagne à un niveau de chômage monstrueux. Mais donc, on ne va pas attendre d'avoir créé 2,5 millions d'emplois pour sécuriser ces personnes. Et donc, c'est très bien si on peut avancer, que ce soit pour les 18-25 ans ou pour toutes les générations, sur la sécurité alimentaire. Oui, bonsoir. Alors, peut-être juste une remarque préliminaire. Attention à lutter contre le RN plutôt que le FN. Sur la TTF et la semaine de 4 jours, message bien reçu concernant l'engagement. Ma question est sur le climat. Si quelqu'un vient vous voir, vous demander un conseil et vous dit comment je peux, en tant que citoyen, m'investir sur des actions militantes pour le climat, qu'est-ce que vous lui répondez? Alors, on peut ne plus prendre l'avion. Je sais qu'il y en a ici qui travaillent peut-être à Airbus, mais l'autre jour, quand j'étais rapporteur général du budget, on a tout fait pour éviter 15 000 suppressions d'emplois à Airbus, parce que c'était voilà. Mais à la fin d'une réunion, je leur ai dit, écoutez, il faudra qu'on se reparle. Je dois vous dire que dans ma vie personnelle, je ne prends jamais l'avion et qu'on peut avoir des vacances très agréables en restant en France ou dans les pays voisins. Donc je crois qu'on continuera à faire quelques avions, mais beaucoup moins. Et que ceux et celles qui travaillent chez Airbus ont un métier en main qui peut, avec ce même métier, il y en a qui travaillent le métal, il y en a qui travaillent le plastique, il y en a qui sont dans l'électronique, et qu'on pourrait avoir beaucoup moins d'avions, et que ces personnes ne perdent pas, gardent leur job, gardent un job bien payé, intéressant, en faisant d'autres choses, dans les transports en commun, dans l'électronique ou ailleurs. Je n'ai pas le temps de développer, mais donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut manger un peu moins de viande, même un bon Béarnais comme moi, qui adore le jambon de Bayonne, un jour sur 2, je ne mange pas de viande. Dans mon équipe, j'ai des véganes, j'ai des végétariens. Je ne suis pas du tout à ce niveau de cohérence, mais voilà, un jour sur 2, je ne mange pas de viande. Et on peut en même temps avoir
une politique agricole où on produit on a moins de viande et où on améliore le revenu des paysans. On boit 3 fois moins de vin qu'il y a un siècle et le revenu des viticulteurs est tout à fait correct. Donc j'ai pas le temps de développer, mais on pourrait avoir une agriculture qui produit moins de viande parce qu'on mange moins de viande, mais qui donc produit moins de méthane et de CO2, mais avec un revenu des paysans qui est tout à fait correct. Alors à mon avis, c'est la première chose à faire, il faut changer la politique agricole commune, mais d'abord pour protéger la dignité et le revenu des paysans. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire des choses au niveau local, hein, participer à des circuits courts, prendre son vélo. Moi, le matin, quand je vais au Parlement, je prends mon vélo et c'est très bon pour la santé. Je vous rappelle qu'on sait tous qu'on a un cœur ici pour les globules rouges et les plaquettes, c'est ce cœur qui est là qui fait tourner. Et pour notre système lymphatique, vous savez, on a un système lymphatique qui nous protège quand il y a un virus qui rentre, quand il y a une cellule qui déconne et qui ferait devenir un cancer. Et c'est notre système lymphatique qui est chargé de nous protéger. Et le système lymphatique, ce qui le fait tourner, il n'y a pas un muscle comme ça, ce sont ces muscles-là. Votre système lymphatique, il est plus efficace si vos gros muscles des jambes fonctionnent. Donc faire du vélo, c'est très bon pour la santé, c'est très bon pour la planète. Donc je pense qu'on pour la plupart des circuits, quand on n'a pas besoin de faire 40 km, moi je vais tous les matins en vélo au boulot et ça me réveille, et même quand il pleut, ça réveille, on n'en meurt pas. Donc ça, c'est ce qu'on peut faire dans sa vie quotidienne, et déjà ça a un effet, mais après ça, on peut militer. Est-ce qu'on se donne les moyens? Si on a 60 milliards chaque... Je relis, tout à l'heure encore, j'étais par Zoom, je suis arrivé à mon hôtel là, mais par Zoom, j'étais avec un haut fonctionnaire qui m'a reconfirmé tout à l'heure que la France est le seul pays qui bloque, que oui, l'Autriche était furieuse il y a 3 ans, mais on a calmé l'Autriche, donc l'Autriche n'a pas claqué la porte, et donc là, dès lundi, je retourne à Bruxelles. La Belgique, ce que je n'ai pas dit, si je vous invite à vous engager dans une campagne sur la taxe sur les transactions financières, c'est que je pense qu'on peut gagner, pour 2 raisons, parce que la Belgique, tous les 6 mois, il y a un nouveau pays qui préside l'Union européenne, et à partir du 1er janvier, c'est la Belgique, et dans le contrat de coalition des 4 pays, des 4 partis qui sont en Belgique, il y a l'idée d'un accord sur la TTF. Et encore vendredi, il y a 8 jours, j'ai déjeuné avec un ministre belge qui va pousser pour que la Belgique en fasse une de ses priorités. Donc ce sera officiellement à l'agenda européen. Est-ce que oui ou non, on met en place cette taxe sur les marchés financiers enfin? Et en même temps, Emmanuel Macron a mis le doigt dans l'engrenage, puisqu'il y a 10 jours à la COP28, lors du sommet climat, Emmanuel Macron a annoncé la création d'une task force, d'un groupe de travail de très haut niveau sur la fiscalité, comment trouver de l'argent pour le climat. Et avec qui il a créé cette task force? Avec William Ruto, le président du Kenya, que je vous ai montré en photo. J'ai passé 1h30 avec William Ruto dans son bureau il y a 4 mois. Il est archi convaincu. Il m'avait entendu à Johannesburg. Il m'a dit « Pierre, vous avez beaucoup d'idées. Est-ce que vous pourriez venir au Kenya avant de repartir en Europe ?» J'avais des frissons dans le dos quand le président du Kenya vous demande de faire une escale. 1h30 dans son bureau, avec un PowerPoint. Je parlais plus lentement qu'ici. Et à la fin, donc Emmanuel Macron vient d'annoncer qu'il mettait en place un groupe de haut niveau pour trouver des ressources financières pour le climat. Et il a créé avec le président du Kenya, leader de tous les dirigeants africains sur ce sujet, qui est complètement convaincu, et avec Laurence Tubiana. Laurence Tubiana, c'est celle qui avait négocié la COP21 avec Fabius, et elle aussi, elle est archi convaincue. On a fait plein d'articles. Il y a 3 semaines, on a passé 1 heure à Bruxelles. Donc Emmanuel Macron s'est mis un peu le doigt dans l'engrenage. Il y a des gens dans son équipe qui veulent le pousser à bouger depuis 1 an, qui disent que les arguments de Bruno Le Maire ne tiennent plus la route. Et la Belgique va mettre la question de la taxe sur les transactions financières comme un sujet important de janvier à juin prochain. Donc, est-ce qu'on est capable de s'organiser? Je vous dis, François Bayrou m'a invité aux journées d'été du Modem il y a 3 mois. Donc, est-ce qu'on est capable, ici, en Haute-Garonne, comme ailleurs, d'aller voir tous les parlementaires pour leur dire, est-ce qu'on fait un texte et une résolution à l'Assemblée nationale française pour obliger Bruno Le Maire à bouger? Donc, on peut faire je ne veux pas être trop long, on peut faire des choses dans notre vie quotidienne pour baisser notre consommation d'énergie, baisser notre consommation de viande tout en vivant très bien, mais on peut aussi militer au niveau collectif pour que la France bouge. Et si la France bouge, on a un accord sur la TTF et on a 60 milliards sur la table, assez vite. Et avec 60 milliards, les gens de la Fondation Abbé Pierre me disaient ce serait bien qu'on obtienne ça, parce que ça ferait du bien pour le moral quand même, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des victoires dans ce domaine, et après ça on aurait des arguments, si on sait qu'il y a 60 milliards disponibles chaque année, les gens de la Fondation Abbé Pierre disent on aurait des arguments pour dire on veut 4 milliards chaque année sur la rénovation thermique. Vous avez en partie répondu à la question, mais ça concernait le blocage de la taxe sur les transactions financières par Emmanuel Macron et Bruno Le Maire. Ça ne me semble pas très connu en France. Et comment peut-on augmenter la pression? Alors vous avez donné des éléments, mais il y a la signature de la pétition, mais comment peut-on accroître cette action, cette bonne idée? Là, le fait que le Grève m'invite, il y avait une demi-page dans la dépêche de midi hier, bien visible, donc il y a des gens qui ne sont pas venus ce soir, mais il y en a quelques milliers qui ont lu la dépêche et qui ont
su qu'il y avait ce débat et que la France était le seul pays qui bloquait. Et puis, est-ce qu'on se donne les moyens de faire campagne? Je dis, dès lundi, on vient d'embaucher 2 personnes dans mon équipe, il me reste un peu de budget disponible, 2 personnes qui savent faire des campagnes, et on va se répartir les rôles. Est-ce qu'on se donne les moyens d'aller voir tous les députés? Je répète pour la 4e fois, François Bayrou qui m'invite aux journées d'été. En plus, on se parle franchement, les gens du Modem n'ont pas vraiment apprécié la méthode de Macron sur les retraites et sur d'autres sujets. Donc, je vous ai dit que le président de tous les députés Modem, devant tout le monde, a dit « Pierre, on va t'aider à la fin des journées d'été de cet atelier sur le climat ». Et quelques semaines plus tôt, j'avais vu un autre député Modem important, Jean-Louis Bourlange, qui est le patron de la Commission des Affaires étrangères, et qui m'a dit « Tu m'avais convaincu déjà il y a 2 ans qu'il fallait des nouvelles ressources et que la taxe sur les transactions est la bonne idée. » Il me dit, en plus maintenant avec la réforme des retraites, on a un petit problème, il faut montrer qu'on n'est pas toujours du côté des milliardaires. Les députés Modem ont envie de montrer qu'ils ne sont pas, il m'a dit mot à mot, c'est bien si on peut montrer qu'on n'est pas toujours du côté des milliardaires, et donc obliger Bruno Le Maire à accepter cette petite taxe, non pas pour une taxe, mais pour qu'on ait de l'argent pour la rénovation thermique, pour les transports en commun, pour aider les agriculteurs, pour aider l'Afrique. Jean-Louis Bourlange me dit, les gens du Modem, on va t'aider parce qu'on a envie de montrer qu'on n'est pas toujours du côté des milliardaires. Donc voilà, maintenant est-ce qu'on est capable de s'organiser? Parce que il y a la guerre en Ukraine qui a tout occupé pendant 1 an et demi, maintenant il y a la guerre à Gaza qui occupe tout, voilà, maintenant il y a Orban qui casse les pieds pour être poli, voilà. Donc est-ce qu'on est capable de s'organiser? C'est pour ça que j'ai fini par la phrase de Martin Luther King, les gens qui veulent la paix doivent s'organiser de façon aussi efficace que ceux qui veulent la guerre. Donc si vous allez sur mes, je ne sais pas si vous avez le temps de noter, taxonlaspéculation.com, taxonlaspéculation.com, et sinon vous allez sur mes réseaux et vous retrouvez nos coordonnées. Moi j'avais 2 choses. La première, c'est quel rapport vous avez avec les lobbies? Quelle est votre façon de lutter contre eux à Bruxelles? Et d'un autre côté, par les temps qui courent, on parle beaucoup de l'immigration et des contrôles aux frontières. Or, on voit bien, d'après ce que vous nous expliquez, que tout va mal du côté de l'Afrique et qu'il faut s'attendre à des migrations très importantes, des migrations économiques, climatiques. Et nous, pendant ce temps, on est en train d'organiser la fermeture de nos frontières. Alors, en tant qu'humaniste, comment vous réagissez? Voilà. Alors, comment on répond au lobby? D'abord, on a le droit d'être un peu courageux et d'avoir une autonomie intellectuelle, de rencontrer tout le monde, mais de savoir un peu quelle est notre ligne. Voilà. Et après ça, on a le droit aussi de dialoguer avec les autres députés pour qu'ils aient plus d'arguments. Tout à l'heure, il y en a plusieurs qui ont réagi quand j'ai montré la courbe du CO2 depuis 800 000 ans. Il y en a plusieurs qui ont fait « waouh ». Eh bien, au cœur du Parlement, à Bruxelles, là où tout le monde grenouille, il y a tous les députés, les journalistes, on a fait une exposition en juin et on a un peu de budget, on a fait cette courbe avec une courbe de 4 mètres de haut. La courbe en rouge là qui montre le CO2 qui voilà. Et donc on a eu on a invité tous les députés, tous les assistants, tous les journalistes, tous ceux qui grenouillent. On en a 250 qui sont venus. Vous voyez, c'était au lieu de dire t'es vraiment un cornichon, t'as pas compris l'urgence climatique. Je sortais d'une réunion. J'étais avec le commissaire européen chargé du budget. On avait passé 1h30 avec un des plus grands chefs au niveau Bruxelles, le commissaire. Pas une fois, il avait parlé du climat en 1h30, alors qu'on nous présentait les priorités de l'Europe pour les 3 prochaines années. Je me suis dit, ou bien je l'explose, c'est pas possible, ou bien je l'amène à mon exposition. Et donc je l'ai dragué, cher Johan, comment ça va? Les vacances sont bien passées? Est-ce que tu as 5 minutes? Tout le monde s'appelle par nos prénoms à Bruxelles, même quelles que soient les familles. Et donc j'ai réussi à ce que lui qui repart tout de suite à la Commission européenne, il est venu, et j'avais dit à mon équipe, vous préparez, parce que dès que quelqu'un arrivait, on lui demandait son année de naissance et on lui disait combien il y avait de CO2. Et donc je lui ai mis son autocollant quand il est arrivé au commissaire européen en disant, tu sais, quand tu es né, il y avait 308 ppm, 308, et maintenant il y en a 424. Donc lui, c'est le bon bourgeois autrichien, tout est toujours drôle, tout toujours souriant, le monde, voilà, Et là, déjà, quand je lui dis que quand il était né, il y avait 308 unités de CO2 et qu'on était à 424, il trouvait ça moins drôle. Donc il a regardé la courbe. Et puis je lui ai montré le fait que dans les années 60 et 70, ça a augmenté de 0,8 unités et que maintenant, ça va 3 fois plus vite. Mais c'est pas moi, parce que je suis de gauche. Je l'ai montré, à côté, il y avait la photo de Margaret Thatcher et Ronald Reagan, et je l'ai montré, c'est une courbe qui vient des scientifiques américains, et qui montre que le CO2 augmente 3 fois plus vite aujourd'hui. Voilà. Mais pardon, mais mon but n'est pas de convaincre tout le monde. En démocratie, on n'a pas besoin de convaincre 100% des gens. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas besoin de convaincre 100% des gens. Par contre, je peux vous dire qu'il a arrêté de rire. Voilà. Il a complètement arrêté son petit sourire quand il a vu que le CO2 augmentait 3 fois plus vite. Et qu'après ça, du coup, il est resté 10 minutes, y compris, ce que je n'ai pas eu le temps de développer ce soir, comment avoir une banque du climat en utilisant autrement l'argent de la Banque Centrale Européenne. Et je lui ai expliqué comment, y compris avec Christine Lagarde, on avait réfléchi à une banque du climat qui pourrait mettre 300 milliards sur la table chaque année. Voilà. Et donc, simplement juste...
une fois, on avait fait un débat à Paris, il y avait 1000 personnes avant que je sois député avec Jean Jouzel, et un climatologue avait dit « j'ai envie de m'engager avec Jean Jouzel et Pierre Larouturou pour faire bouger les choses ». Il avait dit avec 3 mots-clés, intelligence, bienveillance, fermeté. Intelligence, expliquer aux gens. Ceux qui n'ont pas encore compris, on leur explique la gravité du problème, pourquoi c'est en train de s'accélérer et quelles sont les solutions. Bienveillance, si on commence par dire à quelqu'un, toi, tu es vraiment un débile, tu n'avais pas compris l'urgence climatique, donc tu es débile, je ne suis pas sûr qu'en le traitant de débile, son cerveau s'ouvre complètement à des idées nouvelles. Donc bienveillance, voilà, on n'est pas obligé d'aller voir que les gens déjà convaincus, et dans notre famille, comme on peut rencontrer des gens, y compris pendant les fêtes de Noël, et leur parler de l'urgence climatique sans les traiter de débiles s'ils ne sont pas tout de suite d'accord. Et fermeté, ce n'est pas un problème parmi 50 autres, il y a une réelle urgence. Donc on ne vous demande pas du blabla pour les 20 ans qui voilà. Donc je pense qu'il faut, face au lobby, être ferme sur les prix. Moi, quand il y a des lobbies qui me contactent, ils savent que je sais quelles sont mes priorités. Et, voilà. Et mettre de l'intelligence dans le dialogue, y compris avec ceux qui ne votent plus, y compris avec ceux qui vont voter pour le FN. C'est pas tous des fachos. Voilà. Et il y en a par contre qui souffrent, qui ont été déçus, qui ont voté pour la droite, qui ont voté pour la gauche, qui ont été déçus et qui se disent après tout, peut-être que celle-là, elle nous a pas encore déçus, donc on va tester ça. Et leur montrer que c'est pas forcément une idée de tester ça pendant 5 ans, qu'il y a peut-être d'autres solutions et qu'on peut peut-être gagner. Qu'est-ce que j'ai pas... Vous avez... C'est quoi votre deuxième question? Sur l'immigration, je trouve qu'il faut tout faire pour que l'Afrique ne se disloque pas, parce que s'il n'y a pas de développement économique, s'il n'y a pas d'accès, j'ai parlé de Borloo tout à l'heure, Jean-Louis Borloo qui avait fait un consensus pour dire qu'il fallait 400 000 vraies rénovations chaque année, et puis on ne s'est pas donné les moyens, et Jean-Louis Borloo, il y a 10 ans, avec un grand projet pour permettre l'accès à l'électricité pour toute l'Afrique, pour au moins 80%, et Jean-Louis Borloo est très, très sévère contre Emmanuel Macron, qui a planté l'initiative quand il est arrivé. Mais c'est vrai que s'il n'y a pas de développement économique, plus les problèmes de démocratie, plus les problèmes de dérèglement climatique, il y a des millions de gens qui vont vouloir quitter leur pays. L'autre jour, on a eu un témoignage au Parlement européen qui faisait froid dans le dos, et qui disait quelqu'un, ben, ils savent très bien qu'ils peuvent se noyer. Hein. Quand ils traversent la Méditerranée, ils ne sont pas débiles. Hein. Ils le savent très bien qu'ils ont une chance sur 7, en gros, de se noyer. C'est en gros les chiffres, là. Et simplement, on nous racontait d'un jeune qui a déjà été violé 3 fois depuis qu'il a quitté son pays. Son pays, c'est une horreur. Il a traversé le nord de l'Afrique, il s'est fait violer 3 fois. Il a été quasiment dans l'esclavage pendant 6 mois. Et donc, s'il prend le risque, c'est qu'il dit « je préfère mourir noyé que de retourner encore là où je suis, et j'ai quand même des chances de m'en sortir ». Donc, est-ce qu'on est capable? Le pape, l'autre jour à Marseille, a fait un discours tout à fait intéressant, je trouve. Il dit en même temps, il y a le droit de vivre dans le pays où on est né. Il y a quelques années, le pape ne parlait que du devoir d'accueillir de façon fraternelle. Il a raison, on doit accueillir de façon fraternelle ceux et celles qui arrivent. Mais le pape a rajouté, il y a aussi le droit de vivre décemment dans le pays où on est né. Donc est-ce qu'on se donne les moyens de permettre au maximum de gens de vivre, et après ça, que ceux et celles qui voudront traverser la Méditerranée, est-ce qu'on est capable de les accueillir, que ce soit pour très très longtemps, de les intégrer. Mais ma femme est d'origine immigrée. Quand ses parents sont arrivés en France pour des raisons économiques, ils quittaient l'Espagne parce que c'est une région crevée de faim, Cáceres en Espagne, et ils sont arrivés en France. Ils sont arrivés non pas d'un ghetto, mais d'un quartier très populaire. Et ma femme, quand elle est arrivée à l'école, ne parlait pas français, mais l'école l'a pris en charge et maintenant elle est professeure agrégée. Et ma femme dit, mais si on arrivait maintenant, on serait dans un ghetto et l'école n'aurait plus les moyens. Et je serais dans une situation d'échec. Voilà. Donc est-ce qu'on se donne les moyens de ce que ceux et celles qui arrivent, on ne les met pas dans des ghettos, qu'on se donne les moyens d'avoir des cours de français, langue étrangère, qu'on se donne les moyens que l'école ait les moyens, et que soit ils viennent là juste pour 2 ou 3 ans, en attendant que leur pays redevienne habitable, soit on est capable de les accueillir et les intégrer de façon plus... Mais on a besoin d'une réponse complète, ce qu'on ne fait pas. Il y a 8 ans, Angela Merkel avait fait une grande conférence à Berlin pour dire il faut un plan Marshall pour l'Afrique, il faut un plan Marshall pour l'Afrique, il faut un plan Marshall pour l'Afrique. On n'a toujours pas le plan Marshall. Quand vous arrivez en Ouganda, c'est marqué en chinois, c'est l'aéroport. L'Europe ne tient aucune de ses promesses sur les questions de développement. Voilà, il n'y a pas que la question du fric, mais la question du fric est quand même importante. Et par contre, les Chinois ou les Russes, ils y mettent les moyens financiers, que ce soit en Afrique ou en Amérique du Sud. La population va doubler aussi en Afrique. La population va doubler, effectivement, donc est-ce qu'on est capable d'avoir un développement économique important sans passer par la case charbon et pétrole? Voilà, et je ne vais pas être trop long, c'est la 8e fois que je le dis, mais on vient de lancer un procès, c'est la première fois au pénal contre Total Energy avec 3 autres associations. On a lancé Le Monde, en a parlé il y a quelques semaines, parce qu'on a montré comment Total Energy, en 88-91, quand même, Margaret Thatcher, Ronald Reagan étaient d'accord pour dire on a un problème, il faut sortir des énergies pétrolières. Il y avait un grand projet au niveau européen, il y avait 2 grands projets, mettre en place une écotaxe et une ville sans voiture. Je vais vous montrer avant-hier à la télé, 200 pages du rapport de la Commission européenne en décembre 91 pour aller vers une ville sans voiture.
en disant il faut mettre des transports en commun, des pistes cyclables, que les gens aient beaucoup moins besoin de leur voiture, ou inventer des voitures moins lourdes. Et ce serait mieux pour la planète, pour le portefeuille des gens, et pour les particules fines. Le nombre de gens en France qui ont un cancer alors qu'ils ne fument pas, c'est à cause des particules fines. Donc en 91, la priorité de la Commission, c'était une petite écotaxe et des villes sans voiture. Et c'est Total, on a la preuve écrite que c'est Total et Elf qui se sont déchaînés. Le journal The Economist a dit c'est le lobbying le plus féroce qu'on a jamais vu, le lobbying le plus féroce qu'on a jamais vu pour tuer ce projet et pousser le commissaire européen à la démission. En 92, au lieu d'aller au sommet de Rio, le commissaire européen chargé du climat démissionne en disant les lobbies du pétrole m'ont eu. Et là encore, quand je parle de l'Afrique, je suis allé en Ouganda il y a 2 ans pour voir tout ce qui se passe autour du projet de pipeline ICOP en Ouganda. Eh bien, et on a fait voter par le Parlement européen, quand on est revenu, on a fait voter par le Parlement une résolution, tous les groupes de nouveau sauf l'extrême droite, pour dire qu'il faut stopper ce pipeline ICOP. Et donc le président de l'Ouganda a été furieux et a dit c'est Total qui m'a convaincu de faire ce projet. Au début, le gouvernement de l'Ouganda voulait faire un tout petit projet qui était plutôt bon pour la planète. Aujourd'hui, presque tout le monde en Ouganda ou ailleurs, dans ces zones-là, fait de la cuisine avec du charbon de bois. La plupart des gens font la cuisine dans la rue, avec du charbon de bois, ce qui dépense une énergie colossale, avec de la déforestation. Et le but initial du gouvernement ougandais, c'était juste quelques petits forages pour avoir des bonbonnes de gaz, pour que tout le monde fasse la cuisine au gaz, ce qui, en attendant l'électricité, est beaucoup mieux ou beaucoup moins pire que la déforestation. Et c'est Patrick Pouyanné, le patron de Total, qui les a convaincus de ne pas faire ce petit projet qui aurait été bon pour le développement et pour la planète. Et c'est qu'il a dit, mais non, vous faites un projet immense et c'est 100% de pétrole pour l'exportation. Ce n'est pas du tout pour le développement local. C'est là qu'on voit. Et donc, est-ce que l'Europe est capable de stopper ce pipeline et de mettre de l'argent sur la table ? Parce que si M. Pouyanné a convaincu le dictateur ougandais Museveni de faire ce projet, c'est en disant vous aurez 0,5 milliard chaque année si vous me laissez faire ces forages et exporter le pétrole. Donc est-ce que l'Europe et maintenant le gouvernement ouganda compte cet argent pour avoir un système d'éducation nationale gratuit, parce que l'éducation est très chère chez eux. Donc quand on rencontre les ministres, on comprend pourquoi ils ont besoin d'argent. Ils ont besoin d'argent pour un système d'éducation nationale gratuit, pour l'électrification et pour l'irrigation. Donc est-ce qu'on peut dire à l'Ouganda, si vous acceptez de laisser ce pétrole dans le sol, si vous cassez votre contrat avec Total Energy, l'Europe vous donnera cet argent. Et on a tout à fait les moyens de le faire. Mais... J'ai eu mal m'exprimer. Il était plutôt question de cette foire d'empoigne actuelle pour réglementer l'immigration, pour savoir quelle est la bonne formule pour l'entrée des immigrés. Quelle est votre position? Je m'excuse. Pardon, ma position, je pense que j'avais été clair, mais je suis peut-être fatigué, c'est en même temps de permettre le développement de l'Afrique en matière de développement économique, de développement des droits sociaux, et que la plupart des Africains et des Africaines puissent vivre. C'est pas de gaieté de cœur, la plupart des gens qui quittent leur pays, c'est pas de gaieté de cœur. C'est quelqu'un qui dit, si on se met dans la gueule du loup, quand on traverse la Méditerranée, les témoignages qu'on a vus l'autre jour, c'était impressionnant. Si on se jette, oui, on n'est pas débile, on sait qu'on a une chance sur 7 de mourir noyé, et que quand on va arriver en France, ça va être très compliqué, ou en Italie. Mais si on se jette dans la gueule du loup, c'est que notre maison est tenue par les loups. Voilà, donc c'est pas de gaieté de cœur que des millions de gens prennent le risque de traverser des déserts, prennent le risque d'être esclaves, de se faire violer et de mourir noyés. Donc est-ce qu'on se donne les moyens, non pas en parole, mais en acte, de permettre un développement économique, démocratique de tous les pays d'Afrique, et après ça, ceux qui voudront quand même venir, de les accueillir de façon plus fraternelle. Mais ça veut dire une politique de l'emploi, une politique de logement, une politique d'éducation. Et pour le moment, on ne fait ni la politique de co-développement avec l'Afrique, pas de façon sérieuse, ni la politique d'accueil et d'intégration. Je voulais revenir sur l'aspect des taxes sur la taxe sur les finances, transactions financières, merci. Et une fois qu'on a l'argent, comment on peut assurer que cet argent va là où on veut, dans le sens que si on regarde les aides post-Covid, la France de 2030, elle est allée sur les grosses entreprises, plutôt que les petites, c'est un peu comme la PAC, ça va vers les gros industriels, même si c'est plutôt, c'est pas le petit. Qu'ensuite, comment on fait pour qu'ils changent de mindset, dans le sens que les entreprises n'en profitent pas pour faire leur propre croissance sur cet argent-là. Comment on change de mindset en même temps des gouvernements qui, pour qu'ils flèchent l'argent où il va bien, changent de mindset par rapport à la croissance et arrêter de dire on va concilier croissance et croissance verte. Et la troisième chose, comment on fait pour qu'ils soient convaincus viscéralement qu'il faut mettre en priorité la planète et donc faire voter par exemple notamment les conciles dans la Constitution. Alors,
Il n'y a pas de baguette magique, hein. Si j'avais trouvé la solution miracle, je vous l'aurais dit, vous seriez en train de me baiser les pieds, donc c'est vraiment un génie. Donc il n'y a pas de baguette magique, mais on a réussi à relancer le débat au Parlement. La question de la taxe sur les transactions financières, elle est venue il y a 3 ans dans le rapport sur comment financer les politiques climat. Donc c'est d'abord et avant tout pour comment financer les politiques climat que le Parlement européen demande cette taxe sur les transactions financières. Et après ça, c'est ce que disait le patron de la Fondation Abbé Pierre. Si on fait un collectif de gens très différents qui obtiennent cette taxe sur les transactions financières, dans c'est pour le climat, pour la rénovation thermique, pour les transports en commun, pour les aides à l'agriculture, pour les politiques d'adaptation, et bien si c'est notre collectif qui a gagné cette ETF, on sera peut-être légitime, on prendra une semaine pour se reposer et pour faire la fête, et après ça on dira, on sait qu'il y a 8 milliards qui vont arriver chaque année en France, on veut qu'il y ait 4 milliards qui aillent sur les questions de rénovation thermique. Voilà, donc si on a la légitimité parce qu'on a gagné cette première étape, on peut penser qu'on sera légitime et que les députés qui nous auront aidés pour foutre la pression sur Bruno Le Maire seront d'accord pour dire s'il y a chaque année X milliards qui arrivent en France, on peut en avoir X qui vont sur le logement, X qui vont sur les transports en commun, et voilà. Mais tout ça, c'est le rapport de force que l'on crée. Voilà. Les lobbies sont très efficaces. Il y avait 2600 lobbyistes du pétrole à la COP28. Est-ce qu'on organise un lobby citoyen aussi efficace? Voilà. Merci à vous pour être venus.